En cette fin d'après-midi, je conduisais mon vieux pick-up le long du chemin de terre familier, rentrant chez moi après une journée de travail interminablement longue. La sueur imprégnait encore ma chemise de coton usée au niveau des épaules, et mon corps se sentait complètement vidé, comme si chaque muscle criait au repos. Je m'appelle Daniel. Mon travail consiste à être agent d'entretien pour divers sites disséminés dans la banlieue, des petits boulots comme réparer la plomberie, vérifier les systèmes électriques ou colmater des toits pour de petites fermes. Ce n'est rien de prestigieux, mais c'est suffisant pour joindre les deux bouts, et j'apprécie sa simplicité. Le ciel s'est assombri plus vite que je ne l'avais prévu, avec de lourds nuages gris arrivant de l'horizon, avalant la faible lueur restante du soleil. Le sentier étroit était désert, flanqué des deux côtés par des bois clairsemés parsemés de rochers escarpés et déchiquetés. Un vent glacial sifflait à travers la vitre fissurée, transportant l'odeur de la terre humide et des feuilles en décomposition, envoyant un frisson involontaire le long de ma colonne vertébrale. Tout ce que je voulais, c'était rentrer à la maison, prendre une douche et m'effondrer sur le lit avec une bière fraîche. Mais alors, dans un virage sans visibilité où la route serpentait brusquement comme une entaille dans la peau de la terre, j'ai aperçu une voiture. C'était une berline de luxe, son éclat terni par la poussière de la route, garée près de l'accotement droit. Le pneu arrière gauche était complètement à plat, affaissé comme un ballon crevé. À côté de la voiture se tenait un couple de personnes âgées, leurs expressions déconcertées clairement visibles dans la faible lueur de leurs phares. Le vieil homme portait une veste en laine grise, et la vieille femme avait un mince châle drapé sur ses épaules. Ils avaient tous les deux l'air de citadins, complètement déplacés dans cette nature sauvage. Ils étaient manifestement peu familiers avec la situation. Je pouvais le deviner à la façon dont l'homme regardait maladroitement autour de lui et dont la femme s'agrippait fermement à son bras, ses yeux brillants d'inquiétude. Mon cœur rata un battement. Ce n'était pas la première fois que je rencontrais des automobilistes en panne sur la route. Mais aujourd'hui, tout semblait plus lourd. La nuit tombait vite, et il n'y avait pas âme qui vive à des kilomètres à la ronde. J'ai hésité quelques secondes, mes mains serrant fermement le volant. Je n'étais pas du genre à me mêler des affaires des autres. Ma vie était déjà assez épuisante avec des journées de travail sans fin. Et après une longue journée comme celle-ci, tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi et tout oublier. Mes yeux se sont posés sur l'horloge du tableau de bord. Il était presque 18 heures, et il restait encore un long trajet à parcourir. Mais alors, les souvenirs de mon père ont refait surface, vifs comme une vieille bobine de film. Il avait été un soldat avec de dures leçons sur la compassion. Quand tu vois quelqu'un en difficulté, tu ne tournes pas le dos, fils, avait-il l'habitude de dire, sa voix grave et autoritaire mais chaleureuse. Il racontait des histoires de sauvetage de camarades sur le champ de bataille, comment un petit geste pouvait changer la vie entière de quelqu'un. Ce souvenir m'a frappé comme une poussée dans le dos. J'ai relâché l'accélérateur, freiné doucement et me suis garé à environ 10 mètres d'eux. Mon cœur battait la chamade, en partie à cause de la fatigue, en partie à cause d'une excitation sans nom. Avait-il besoin de mon aide? Me suis-je demandé, mais j'ai chassé cette pensée. J'ai coupé le moteur, suis sorti, et mes bottes couvertes de boue ont crissé sur le gravier. Le vent était maintenant glacial, me fouettant le visage comme de fines lames. En m'approchant, j'ai rapidement remarqué que le couple âgé était habillé simplement mais élégamment. Il n'y avait aucune ostentation, pas de bague en diamants scintillantes, pas de montre chère, juste des vêtements propres et bien coupés qui dégageaient le raffinement discret de personnes habituées à une vie respectable. J'ai jeté un coup d'œil au pneu arrière complètement dégonflé, puis j'ai parlé le premier. « Vous avez des problèmes? Je peux vous aider en quoi que ce soit. » Le vieil homme leva les yeux, ses cheveux blancs comme neige flottant légèrement dans le vent froid. De profondes rides d'âge marquaient son visage, mais ses yeux restaient vifs et alertes. Il laissa échapper un court soupir et hocha la tête. Notre voiture a un pneu crevé. Je tâtonne depuis un moment, ne sachant que faire, et il commence à faire nuit. La vieille femme se tenait à côté de lui, serrant fermement la lanière de son sac à main comme pour se stabiliser. Après qu'il eut parlé, elle se tourna vers moi avec un sourire embarrassé. « Merci de vous être arrêté. Nous ne savons vraiment pas quoi faire. »« Laissez-moi jeter un œil, dis-je, puis je me suis agenouillé pour examiner le pneu. J'ai senti le caoutchouc plat. La bande de roulement était très usée, avec de minuscules fissures s'étendant comme une toile d'araignée. Il ne pouvait pas être réparé temporairement. Nous devions le changer avec la roue de secours. Je suis retourné à mon pick-up, j'ai ouvert le plateau et j'ai sorti mon cric et mon jeu de clés familier.
Des outils que je transportais toujours pour mon travail d'entretien quotidien. En revenant, j'ai ouvert leur coffre, où la roue de secours était soigneusement rangée et semblait encore assez neuve, n'ayant manifestement jamais servi. Mettez-vous sur le côté pour plus de sécurité, ai-je ajouté en positionnant correctement le cric. Mes mains calleuses, marquées par des années de dur labeur, bougeaient avec une aisance quasi instinctive. Je faisais ce genre de choses depuis des lustres. De l'époque où, enfant, je suivais mon père pour réparer de petites choses dans la maison jusqu'à maintenant, vivant seul dans ma petite maison de banlieue. Chaque tour de clé ravivait de vieux souvenirs. Le petit rire de mon père alors qu'il me montrait patiemment comment tenir les outils correctement. L'odeur familière de graisse se mêlant à l'atmosphère familiale chaleureuse que j'avais laissée derrière moi depuis longtemps. Tout en travaillant, j'ai prêté une plus grande attention à notre environnement. Cette zone n'avait pratiquement pas de réseau cellulaire. J'ai vérifié mon téléphone et les barres clignotaient faiblement. Il n'y avait pas de maison à proximité, juste des bois clairsemés et un terrain accidenté où des animaux sauvages pouvaient rôder la nuit. L'obscurité tombait plus vite que prévu, s'étalant comme de l'encre sur du papier, et le vent a commencé à hurler à travers la cime des arbres. J'ai réalisé que même après avoir changé le pneu, continuer le voyage de nuit serait extrêmement risqué pour des personnes âgées comme eux. Ils pourraient se perdre à nouveau ou pire, avoir un accident dans les virages dangereux. Mon cœur s'emballa de nouveau, un mélange d'excitation et d'inquiétude montait en moi. Devais-je les laisser continuer seuls, ou était-ce le moment de faire quelque chose de plus? Le couple âgé a admis s'être perdu après avoir suivi les indications d'une vieille carte en papier. Ils ne savaient pas utiliser les GPS modernes, probablement parce qu'ils étaient habitués aux anciennes méthodes. Nous sommes venus de la ville pour rendre visite à un ami dans la région, expliqua la vieille femme, sa voix tremblant légèrement. Mais la carte nous a menés ici, et maintenant voilà ce qui est arrivé. Ils avaient l'air complètement désorientés et anxieux. Le vieil homme ne cessait de regarder le ciel tandis que la femme serrait plus fort son châle. Je pouvais sentir leur peur, perdus au milieu de nulle part, la nuit tombant, personne pour les aider. Cela m'a rappelé la fois où mon père s'était perdu dans les bois en chassant, et comment il avait décrit cette peur comme une leçon de solitude. J'ai fini de changer le pneu, j'ai essuyé mes mains pleines de graisse sur un vieux chiffon de ma poche, je me suis relevé et j'ai tout vérifié. Leur voiture était à nouveau en état de rouler, mais je ne me sentais toujours pas à l'aise. J'ai regardé autour du sentier désert alors que la nuit tombait plus vite que prévu. Diverses possibilités me traversèrent l'esprit. Appeler une dépanneuse était presque impossible sans réseau ici. Les laisser conduire seuls dans le noir était trop dangereux. La route devant était étroite, pleine de nids de poules, et mes phares n'étaient pas assez puissants pour guider en toute sécurité des conducteurs âgés. Un virage glissant pouvait mener à la catastrophe. Je suis resté là quelques secondes, entendant clairement mon cœur battre dans ma poitrine, non par peur, mais par un sens des responsabilités. Finalement, j'ai pensé à l'option la plus simple. Ma maison n'avait rien de spécial, juste une vieille cabane en bois avec une cuisinière à gaz et un lit simple. Mais elle était sèche, à l'abri du vent et sûre. S'ils étaient d'accord, je pouvais les inviter à passer la nuit, puis les conduire à la route principale le matin où il y avait des stations-service et de la circulation. Après une brève pause, je pris une profonde inspiration et proposai, « Monsieur, madame, il se fait tard et cette route est très dangereuse la nuit. Pourquoi ne viendriez-vous pas chez moi pour passer la nuit? Ma maison est tout près. Elle est petite mais propre. Demain matin, je vous guiderai jusqu'à la route principale. Ce sera beaucoup plus sûr. » Les mots sortirent naturellement, bien qu'à l'intérieur j'étais plein d'hésitation. Le couple âgé fut surpris par l'offre. Les yeux du vieil homme s'écarquillèrent et la femme couvrit sa bouche. Mais ils sentirent la sincérité dans mon inquiétude pour leur sécurité. Ce n'étaient pas des paroles en l'air, mais une véritable préoccupation. « Vous êtes sûr? Nous ne voulons pas vous déranger, » demanda le vieil homme, sa voix remplie de gratitude. J'ai hoché la tête et fait un sourire rassurant, même si mon cœur battait encore la chamade. Nous sommes montés dans nos véhicules. J'ai ouvert la voie, leur berline me suivant. Pendant le court trajet jusqu'à la maison, le vent est devenu plus froid et l'obscurité s'est refermée étroitement des deux côtés du chemin. À ce moment-là, je pensais seulement que je faisais ce qui devait être fait, sans savoir que tout était sur le point de prendre une tournure différente. Quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai ouvert la porte et allumé la lumière jaune familière. La lueur chaude s'est répandue, illuminant ma petite maison. Un salon-cuisine combiné, une chambre à l'arrière et une salle de bain basique. Rien de vantard,
mais tout était bien rangé et suffisant, offrant un sentiment de sécurité après une longue journée. J'ai apporté des couvertures et des oreillers pour leur préparer le canapé, j'ai fait bouillir de l'eau pour un thé chaud afin de chasser le froid persistant. Pour détendre l'atmosphère, j'ai partagé quelques histoires légères de mon travail, des anecdotes aléatoires qui n'allaient nulle part, mais qui suffisaient à faire sourire. Ils ont ri avec moi, me remerciant à plusieurs reprises, et nous avons discuté doucement de la vie et des choses les plus ordinaires. Je n'attendais aucune grande gratitude. Pour moi, c'était simplement la bonne chose à faire, exactement comme mon père l'avait enseigné, ne pas tourner le dos à quelqu'un dans le besoin. Mais au fond de moi, je n'avais aucune idée que la décision de m'arrêter sur ce sentier désert avait discrètement ouvert le plus grand tournant de ma vie. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, écoutant le vent dehors, mon cœur battait encore la chamade à cause de tout ce qui s'était passé. Que apporterait demain? Serait-il en sécurité? Ou quelque chose d'inattendu attendait-il? Je me suis endormi avec ce sentiment d'anticipation, ignorant que cette rencontre n'était que le début d'un voyage spectaculaire. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, comme c'était mon habitude depuis de nombreuses années, alors que le soleil n'avait pas encore percé à travers la cime clairsemée des arbres. Le réveil a sonné à 5h30, et je me suis assis immédiatement, mon corps encore endolori de la veille, mais mon esprit exceptionnellement alerte. L'air à l'intérieur de la maison était glacial, mon souffle formait de petits nuages blancs dans la pièce noire. J'ai tiré les rideaux et regardé dehors. Le brouillard enveloppait le chemin de terre, et la berline de luxe était toujours garée tranquillement dans la cour, comme un invité inconnu dans mon environnement familier. Mon cœur rata un battement. Ils étaient toujours là, en sécurité pour la nuit. Mais pourquoi ressentais-je encore un vague malaise, comme si quelque chose de bien plus grand se cachait en attente? Je suis entré dans la petite cuisine, j'ai allumé la lumière jaune chaude et j'ai commencé à préparer un petit déjeuner simple. Ma maison portait les marques d'une vie frugale et ordonnée. Rien d'extravagant, juste des articles essentiels bien rangés. La vieille table en bois que mon père avait construite lui-même, quelques chaises usées et l'étagère de la cuisine avec des pots d'épices organisés par ordre alphabétique. Je n'étais pas un homme riche, mais je gardais toujours tout propre, comme mon père l'avait enseigné. L'ordre est le fondement de la discipline, fils. J'ai fait frire quelques œufs, grillé du pain et préparé du café noir. Pas de sucre, pas de lait, juste le goût amer familier qui m'aidait à me réveiller. L'arôme de la nourriture s'est répandu et j'ai soudain pensé au couple âgé dormant sur le canapé. Serait-il habitué à un repas aussi simple? Ou venait-il d'un monde différent où le petit déjeuner signifiait des plats gastronomiques? Cette pensée m'a fait marquer une pause, mon cœur battant plus vite. Je ne savais rien d'eux, seulement qu'ils avaient besoin d'aide. Et maintenant, je partageais mon espace de vie avec des étrangers. Alors que le soleil commençait à se lever, le couple âgé s'est réveillé, l'air beaucoup plus détendu après une nuit de repos. Le vieil homme s'est étiré. La vieille femme m'a souri, et ils ont observé mon espace de vie avec des yeux curieux mais non critiques. « Votre maison est si confortable », dit doucement la vieille femme. Ils ont remarqué les meubles anciens mais soigneusement entretenus, la radio vintage sur l'étagère, les livres de réparation bien empilés et le sol impeccable sans une particule de poussière. Tout était en ordre, reflétant une personne disciplinée et responsable comme moi. Je les ai invités à table et nous avons pris le petit déjeuner ensemble. La conversation était légère. Ils m'ont interrogé sur mon travail et je leur ai parlé de mes journées à entretenir des sites, de mon amour pour la simplicité, mais à l'intérieur, je sentais la différence. Ils parlaient avec un ton élégant, comme des gens qui avaient connu une vie raffinée. Mon cœur battait la chamade en pensant qu'ils pourraient me juger ou, pire, me plaindre. « Vous vivez seul ici ?» demanda le vieil homme, et j'ai hoché la tête, mentionnant brièvement mes parents à quelques heures de route. L'atmosphère était chaleureuse, mais je ne pouvais pas me défaire de ma nervosité. Était-ce la fin ou juste le début de quelque chose? Après le petit déjeuner, j'ai vérifié une dernière fois leur voiture pour m'assurer qu'elle était sûre à conduire. Je ne voulais laisser aucun risque, surtout qu'ils avaient un long voyage devant eux. Je me suis agenouillé, j'ai vérifié la pression des pneus, resserré les écrous de roue et même inspecté le niveau de carburant. Je veux juste vérifier une dernière fois pour avoir l'esprit tranquille. La sécurité d'abord, ai-je marmonné, mes mains tremblant légèrement d'inquiétude. Ils se tenaient là à regarder, souriant avec gratitude. « Vous êtes si méticuleux. »« Merci de nous aider, » dit la vieille femme. J'ai hoché la tête, mais dans mon esprit, les images du sentier sombre et dangereux de la nuit précédente refaisaient surface.
Que leur serait-il arrivé si je ne m'étais pas arrêté? Cette pensée fit battre mon cœur plus vite. Un sentiment dramatique surgit, comme si la vie me mettait à l'épreuve. Nous sommes montés dans nos véhicules, et j'ai roulé devant pour guider le couple âgé hors du chemin de terre. La route étroite et sinueuse était pleine de nids de poules et de rochers déchiquetés, faisant constamment tressauter mon camion. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, voyant la berline suivre, et mon cœur cognait à chaque fois que nous passions un virage dangereux. Le vent soufflait violemment, les feuilles s'éparpillant follement, et je priais pour que rien d'inattendu n'arrive. Finalement, après près d'une heure, nous avons rejoint la route principale, où les panneaux étaient clairs, les stations-service brillaient sous le soleil du matin et le réseau cellulaire était revenu de manière fiable. Je me suis garé sur l'accotement, poussant un soupir de soulagement, mais l'anticipation persistait. Avant de se séparer, le couple âgé a exprimé sa sincère gratitude. Ils ne m'ont pas seulement remercié pour la réparation de la voiture, mais aussi pour ne pas les avoir abandonnés dans la nature et pour avoir ouvert ma maison à des étrangers. Vous nous avez sauvés, pas seulement la voiture, dit le vieil homme, sa voix tremblante alors qu'il me serrait fermement la main. La vieille femme m'a serré doucement dans ses bras, ses yeux brillants de larmes. Mon cœur s'emballa, les émotions me submergeant. Je n'avais jamais reçu de remerciements aussi sincères. Ils m'ont donné une carte de visite et leur adresse, m'invitant à leur rendre visite à tout moment. S'il vous plaît, venez nous voir, Daniel. Nous voulons vous recevoir correctement pour vous remercier de votre gentillesse, dit chaleureusement la vieille femme. J'ai accepté la carte, un papier épais et élégant avec des lettres dorées raffinées, poliment, mais sans trop y penser. Pour moi, ce n'était qu'une rencontre fortuite, pas une relation à cultiver à long terme. J'ai dit au revoir, j'ai regardé la berline s'éloigner sur la route principale, et je suis retourné à ma routine quotidienne. Mais à l'intérieur, un sentiment étrange s'est insinué, comme si une porte venait de s'entr'ouvrir. Tout au long de la journée, j'étais occupé par le travail, réparant un toit qui fuyait, vérifiant les systèmes électriques d'une petite ferme. La sueur coulait à flots, mes membres me faisaient mal, mais mon esprit ne cessait de vagabonder vers le couple âgé. Étaient-ils arrivés à bon port? La carte de visite pesait lourd dans mon portefeuille comme un secret. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis assis sur le vieux canapé, j'ai allumé la lampe de table et j'ai machinalement pris la carte. L'adresse était clairement imprimée. Une rue inconnue dans la grande ville. Curieux, je l'ai entrée dans Google Maps sur mon vieux téléphone. Le résultat m'a laissé stupéfait, une communauté fermée avec une sécurité stricte réservée uniquement aux ultra-riches et à l'élite. Les images satellites montraient d'énormes villas, des piscines, des jardins luxuriants et de hautes clôtures avec des caméras partout. Mon cœur battait comme un tambour. Le sang me monta au visage. Qui était-il? Comment avait-il pu paraître si modeste la veille? L'image du couple âgé, debout, désemparé, à côté du sentier avec un pneu crevé, ne correspondait pas du tout à ce que je voyais à l'écran. Je suis resté assis en silence pendant un moment, mes mains tremblant en tenant le téléphone. Le fossé entre nos mondes est soudainement devenu flagrant. Moi, un simple agent d'entretien avec une vie simple, et eux, des gens des hautes sphères. Leur invitation était-elle sincère ou juste de la politesse? L'excitation monta comme si je venais de toucher un grand secret. Ce soir-là, je suis allé chez mes parents pour Noël, la route familière, les rares lampadaires et le vent froid sifflant à travers la vitre fissurée. La maison de mes parents se trouvait dans une petite ville, à quelques heures de route de la banlieue, une confortable maison en bois avec un sapin de Noël scintillant dans la cour. En entrant, l'odeur de pâtisserie et de viande rôtie a empli l'air, et mes parents m'ont serré fort dans leurs bras. Mon père, Gail Miller, un ancien soldat à la carrure robuste malgré son âge, m'a tapoté l'épaule. Tu arrives juste à temps. On vient de mettre la table. Ma mère, Genesis, avec son doux sourire, m'a attiré vers la table à manger. Le repas de famille était chaleureux avec de la dinde, de la purée de pommes de terre et du vin bon marché. Pendant le dîner, j'ai raconté l'histoire de ma rencontre avec le couple âgé aux pneus crevés, et leur invitation à leur rendre visite. Je l'ai raconté en détail, le sentier sombre, la décision de les héberger pour la nuit, et la carte de visite. Mon cœur s'emballait en parlant, comme si je revivais ces moments. Mes parents ont écouté avec une curiosité mêlée d'espoir. Mon père a haussé un sourcil. Les yeux de ma mère se sont illuminés. Tu devrais aller leur rendre visite, Daniel, a dit ma mère, sa voix pleine d'espoir. Pas pour l'argent, mais parce que cela pourrait être une occasion rare dans la vie que tout le monde n'a pas, mon père a hoché la tête,
ajoutant « La vie a parfois des surprises, fils. Mais garde les pieds sur terre. Ne te laisse pas emporter. » Ils m'ont conseillé ainsi, sans insister, juste des paroles d'expérience. J'ai souri à leurs conseils et j'ai hoché la tête poliment. Je n'ai pas discuté, mais à l'intérieur, je n'y mettais pas beaucoup d'espoir. Pour moi, une vie stable avec assez pour manger, assez pour vivre, et la paix familiale était plus importante que toutes les promesses glamour. J'étais habitué au calme, à me lever tôt, à travailler dur, à rentrer seul à la maison. Leur invitation n'était peut-être qu'un coup de vent passager. La nuit de Noël s'est terminée paisiblement. Nous avons échangé des cadeaux. Une nouvelle veste de mes parents et je leur ai offert un livre sur l'histoire militaire que mon père aimait. Les rires ont résonné, mais en moi, le vague sentiment d'une porte légèrement entr'ouverte persistait. En rentrant chez moi, la route était noire, les phares éclairant les arbres qui se balançaient. Je ne pouvais m'empêcher de réfléchir. Devrais-je leur rendre visite ou laisser tout s'effacer? Mon cœur battait vite avec cette anticipation, et je savais que même si je croyais que la vie continuerait tranquillement, au fond de moi, une tempête se préparait. Le temps a passé vite, et la rencontre avec le couple âgé s'est progressivement estompée dans mes souvenirs, comme une histoire racontée à la hâte lors du dîner de Noël. Les jours suivants, j'ai repris ma routine familière. Me lever à l'aube, conduire mon vieux pick-up vers de petits chantiers d'entretien dispersés dans la banlieue. Le travail restait le même, réparer des tuyaux qui fuient, inspecter des câblages vieillissants, colmater des toits pour des fermes isolées. La sueur coulait sous le soleil brûlant ou la pluie fine. Mes mains et mes pieds devenaient chaque jour plus calleux. Mais j'appréciais cette simplicité. Des soirées tranquilles dans ma modeste maison, assis sur le vieux canapé, dînant seul avec un sandwich ou des nouilles instantanées, puis lisant un livre ou regardant la télévision tard dans la nuit. La carte de visite gisait oubliée dans mon portefeuille, enfouie parmi un fatras de papier. Je n'y pensais plus beaucoup. Ma vie restait la même, paisible, avec de quoi manger et vivre, sans grandes ambitions. Mais parfois, au cœur de la nuit, l'image du chemin de terre sombre et leur sourire reconnaissant me traversait l'esprit, faisant battre mon cœur. Quelque chose m'attendait-il, ou n'était-ce qu'une illusion? Puis un matin, tout a changé brusquement. J'étais agenouillé sous un vieux tracteur dans une ferme isolée, une clé à la main pour serrer des boulons, quand mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon sale et j'ai regardé l'écran. Un appel de ma mère. Sa voix était paniquée dès la première seconde. « Daniel, mon fils, ton père s'est effondré. Les médecins l'emmènent à l'hôpital. C'est critique. » Mon cœur sembla s'arrêter. Le sang me monta à la tête, faisant bourdonner mes oreilles. Je me suis relevé en titubant, ma voix tremblante. « Maman, calme-toi. J'arrive tout de suite. » Sans avoir le temps d'expliquer au propriétaire de la ferme, j'ai jeté mes outils dans la benne du camion, j'ai sauté dans la cabine et j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. La route pour retourner en ville était longue et sinueuse, mais aujourd'hui elle semblait interminable. Le vent hurlait à travers la vitre fissurée, et je serrais le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Mon père, l'homme fort qui avait été soldat, celui qui m'avait tout appris sur la discipline et le respect de soi, était maintenant là, dans un état critique. Des images de lui riant de bon cœur à notre récent dîner de Noël me sont revenues, me piquant les yeux de larmes. S'en sortirait-il? Où était-ce la tempête que j'avais sentie venir? J'ai abandonné mon travail et j'ai conduit directement à l'hôpital, le cœur brûlant d'anxiété. L'autoroute s'estompait dans ma vision, les klaxons retentissaient alors que je grillais des feux rouges aux intersections. Quand je suis arrivé, les couloirs blancs stériles et l'odeur familière d'antiseptique m'ont frappé, me tordant l'estomac. Ma mère était assise dans la salle d'attente, le visage pâle, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle s'est jetée dans mes bras. Mon fils. Il a soudainement eu une douleur à la poitrine et s'est effondré dans la cuisine. Je lui ai tenu fermement les épaules, essayant de rester calme, mais mon cœur cognait comme un tambour de guerre. Nous avons attendu devant les urgences, chaque seconde s'étirant comme une heure. Finalement, le médecin est sorti, le visage grave. Monsieur Miller a subi une grave crise cardiaque. Nous l'avons stabilisé temporairement, mais il a besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence pour poser un stent. J'ai hoché la tête, mais ces mots suivants m'ont frappé comme un coup de poing. Il y a une assurance maladie, mais les frais restants s'élèvent à environ 50 000 $. La famille doit se préparer. Ce chiffre a résonné dans mon esprit, froid et impitoyable.
J'ai examiné en silence le devis que le médecin m'a remis. Les chiffres en noir et blanc sur le papier m'ont laissé sous le choc. 50 000 $, une somme colossale pour notre famille. Je me suis assis seul dans un coin du couloir, calculant toutes les possibilités. Mes économies s'élevaient à seulement 10 000 $. Les prêts bancaires impliquaient des procédures fastidieuses nécessitant au moins 2 semaines. Un temps que mon père n'avait pas. Que pouvais-je faire pour trouver l'argent? Mes amis étaient de simples artisans comme moi. Personne n'avait une telle somme. J'ai appelé plusieurs organisations d'aide médicale, ma voix suppliante, « Bonjour, ma famille a besoin d'une aide urgente. » Mais la réponse était toujours, « Nous allons examiner votre dossier, mais nous avons besoin de tous les documents. » Du temps, une chose que mon père ne pouvait pas se permettre d'attendre. Mon cœur s'emballa, des sueurs froides me parcouraient malgré la fraîcheur du couloir. Y avait-il un moyen? Où devrais-je regarder mon père s'éteindre à cause de l'argent? Les jours suivants se sont déroulés dans la tension et l'épuisement. Je vivais pratiquement à l'hôpital, somnolent sur les chaises de la salle d'attente, entrecoupé d'appels futiles aux banques et aux associations caritatives. Ma mère pleurait davantage, et je devais être fort pour la réconforter. Je trouverai un moyen de couvrir les frais d'hôpital, maman. Ne t'inquiète pas, mais tard dans la nuit, quand l'hôpital était silencieux, à l'exception du bip des machines de la chambre de mon père, je m'asseyais seul dans la salle d'attente, le cœur lourd, ma main cherchant machinalement la carte de visite rangée dans mon portefeuille, le papier épais et élégant avec l'adresse UP. L'image du couple âgé est apparue vivement, leur sourire reconnaissant, leur invitation sincère. Mais Draïl, où n'était-ce qu'un vœu pieux? Mon cœur cognait, une vague d'excitation mêlée de désespoir montait en moi. Je me suis débattu intensément. Une partie de moi voyait le fait de les contacter comme une exploitation de leur gentillesse. Je les avais aidés par devoir, pas dans l'attente d'une récompense. Une autre partie savait que c'était peut-être la seule chance de sauver mon père. Chaque seconde d'hésitation le rapprochait de la mort. Je me suis souvenu des valeurs que mon père m'avait inculquées. Vivre avec dignité. Ne jamais s'incliner pour de l'argent. Il racontait des histoires de son temps à l'armée, refusant des pots de vin pour préserver son honneur. Souviens-toi de mes paroles, fils. L'argent va et vient, mais une fois que tu perds ton amour-propre, c'est pour toujours. Ce souvenir même m'a fait hésiter, me sentant même honteux à l'idée de frapper à la porte de riche. Je me suis levé, arpentant le couloir sombre, froissant la carte dans mon poing serré. Mon père me pardonnerait-il si je faisais ça? Ou serait-il déçu? Mais chaque fois que je le voyais là, de plus en plus fragile, la peau pâle, la respiration faible à travers le tube à oxygène, toutes mes rigides barrières morales ont commencé à vaciller. Il n'était plus l'homme fort. Il n'était qu'un vieil homme frêle qui avait besoin que son fils le sauve. Je me suis assis à son chevet, lui tenant la main. Papa, je ferai tout ce qu'il faut pour te sauver. Des larmes ont coulé sur mes joues pour la première fois depuis des années. J'ai réalisé que cette fois, je ne les contactais pas par ambition, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. La tempête intérieure faisait rage, mon cœur cognant comme s'il allait éclater. Je devais choisir. L'amour-propre ou la vie de mon père. Après de nombreuses nuits blanches passées sur le banc de l'hôpital, à écouter la pluie crépiter sur la vitre, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Ce matin-là, le ciel était couvert comme mon humeur. J'ai rassemblé les papiers, la facture de l'hôpital, le dossier médical de mon père, et j'ai noté ce que je devais dire sur une feuille froissée. Bonjour, je suis Daniel, celui qui vous a aidé sur le sentier. Mon père est gravement malade et j'ai besoin d'aide. Les mots étaient simples, mais chacun coupé comme un couteau. Je me suis préparé à un éventuel refus, à des regards apitoyés, à des refus polis. Mon cœur s'emballait, des perles de sueur malgré le froid. Ce matin-là, j'ai quitté l'hôpital et j'ai conduit vers l'adresse du quartier UP que j'avais recherché plus tôt. L'autoroute s'étendait devant moi, les voitures filant des deux côtés, mais mon esprit était complètement ailleurs. Dans ma tête, une seule image se répétait, mon père immobile dans le lit d'hôpital, son visage pâle sous les dures lumières blanches. Pendant tout le trajet, je n'ai ressenti aucun espoir, seulement le lourd fardeau de quelqu'un forcé de jouer sa dignité pour préserver la vie de son père. Le vent hurlait à travers la fissure de la fenêtre, et je serrais plus fort le volant. Se souviendrait-il même de moi? Ou cette porte se refermerait-elle sur mon nez? L'anticipation montait comme si je plongeais dans un abîme sans fond, mais je ne pouvais pas faire demi-tour. Mon père m'attendait.
L'autoroute menant à l'enclave exclusive des ultra-riches semblait s'étirer sans fin, chaque kilomètre passant avec le lourd fardeau de l'anxiété. Mon vieux pick-up cliquetait légèrement sur chaque nid de poule, et le moteur grognait comme le tumulte dans mon cœur. J'ai jeté un coup d'œil à la feuille de papier froissée sur le siège passager, où j'avais hâtivement noté ce que je devais dire. Un plaidoyer qui n'était pas une supplication, juste une présentation de la vérité. Mais pourquoi me sentais-je toujours aussi honteux? Mon père m'avait appris à me tenir sur mes deux jambes, à ne jamais m'incliner devant personne. Et me voilà, conduisant vers la maison d'étranger, espérant qu'il me lancerait une bouée de sauvetage. Mon cœur cognait, des sueurs froides coulaient le long de ma colonne vertébrale malgré la faible climatisation qui peinait à souffler de l'air frais. Était-ce une erreur ou la dernière chance? J'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur, essayant de dissiper ses pensées, mais elles s'accrochaient à moi comme les ombres à l'extérieur de la fenêtre. En tournant sur la route menant à la communauté fermée, tout a changé brusquement. De hautes clôtures en acier noir brillant s'élevaient comme un mur séparant deux mondes. Le portail massif en fer présentait des motifs sculptés complexes, et la sécurité était stricte. Des caméras balayaient chaque angle, des gardes en uniforme veillaient avec des oreillettes sans fil. Je me suis arrêté au poste de contrôle, mon cœur battant si vite que je pouvais entendre les coups dans mes oreilles. Un garde s'est approché, le visage sévère sous le bord de sa casquette. « Puis-je avoir votre nom et la raison de votre visite ?» demanda-t-il, sa voix égale mais froide. J'ai tendu la carte de visite, essayant de rester calme, même si ma voix tremblait légèrement. « Je suis Daniel Miller. Je suis ici pour voir aimer Madame Montgomery. Je les ai aidés une fois quand ils avaient un pneu crevé. Dites-leur simplement cela et ils sauront qui je suis. » Le garde a pris la carte et a vérifié les informations sur sa tablette. Il a marqué une pause de quelques secondes, puis a légèrement hoché la tête, bien que ses yeux gardent une trace de suspicion. Le portail massif s'est lentement ouvert, émettant un lourd gémissement métallique qui a résonné dans l'espace silencieux. J'ai conduit à l'intérieur, mon cœur battant lentement mais lourdement, ayant l'impression de franchir une frontière invisible vers un monde étranger où les gens comme moi n'avaient pas leur place. Le vaste domaine s'est déployé devant moi, tout étant entretenu avec une perfection méticuleuse. La pelouse était tondue aussi nettement qu'un tapis, les allées impeccables sans une particule de poussière, et les massifs de fleurs s'épanouissaient vivement sous le soleil du matin. La villa paraissait magnifique mais sobre, une maison de 2 étages à l'architecture classique, de grandes fenêtres en verre reflétant la lumière, et un toit de tuiles rouges fraîches. Je me suis garé devant le portail de la demeure et j'ai instinctivement jeté un coup d'œil à moi-même dans le rétroviseur, ma vieille veste usée aux épaules, des bottes aux talons usés et couvertes de boue des chantiers. L'apparence d'un ouvrier ordinaire complètement déplacé dans ce cadre luxueux. Mon cœur battit plus vite, une vague d'infériorité montant en moi. J'avais l'air d'un intrus et cette pensée fit trembler mes mains en coupant le moteur. Allait-il se moquer de moi ou simplement me renvoyer poliment? J'ai pris une profonde inspiration, suis sorti du camion et j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone avec des doigts raides. Le petit portail s'est ouvert et le couple âgé est sorti pour m'accueillir avec une chaleur et une familiarité sincères. Monsieur Charles, avec ses cheveux blancs comme neige et son sourire chaleureux, m'a serré fermement la main. Daniel, vous êtes venu. Vous nous avez manqué. Madame Hélène m'a serré doucement dans ses bras, sa voix douce. Entrez, mon cher. Ne restez pas dehors. Il n'y avait pas de fossé de classe entre riches et pauvres, pas de regard condescendant, juste un accueil sincère qui a apaisé ma tension, bien que la suspicion soit restée. Mon cœur battait toujours la chamade, mais maintenant de surprise. Il se souvenait vraiment de moi. Nous sommes entrés, et l'intérieur élégant mais confortable m'a enveloppé, des parquets en bois poli, des canapés en cuir souple et une cheminée crépitant doucement bien que le temps ne soit pas particulièrement froid. Madame Hélène a préparé du thé. M. Charles m'a invité à m'asseoir, et nous avons bavardé légèrement sur le temps, comme si j'étais un vieil ami de passage, mais je devais ensuite révéler la vraie raison. Dans ce cadre, j'ai raconté la situation de mon père, la maladie soudaine, une grave crise cardiaque, l'opération d'urgence nécessaire pour un stent, et les coûts bien au-delà des moyens de notre famille. Ma voix est restée calme, mais mes mains serraient la tasse de thé si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mon père est un ancien combattant. Il a toujours été fort, mais maintenant nous ne pouvons pas y faire face. Je ne suis pas venu ici pour mendier. J'espérais juste que vous pourriez peut-être aider. Je n'ai pas supplié ni versé de larmes. Je l'ai exposé directement, prêt à accepter un refus. Pour moi,
Venir ici avait déjà été la partie la plus difficile, comme si je me dépouillais de ma dernière couche de dignité. Mon cœur cognait en attendant le rejet, le silence lourd. Le couple âgé a écouté attentivement, leurs expressions inchangées, sans doute, sans dédain. Ils ont montré de l'inquiétude pour chaque détail, surtout comment je plaçais l'honneur et la famille au-dessus de moi-même. Monsieur Charles a posé des questions sur l'état de mon père, et Madame Hélène m'a tenu la main pour me réconforter. Vous avez bien fait de venir ici, Daniel. Nous comprenons. Après avoir saisi toute la situation, ils ont immédiatement proposé de couvrir la totalité des frais de l'opération de mon père, sans condition, sans attente de remboursement. Nous nous occuperons de toutes les dépenses hospitalières pour votre père. Ne vous inquiétez pas, a dit Monsieur Charles de manière décisive, sa voix ferme. Cette rapidité m'a laissé stupéfait, la bouche bée, incapable de parler. Mon cœur a semblé s'arrêter une seconde, puis s'est emballé sauvagement d'incrédulité. Ils aidaient vraiment. Non par pitié, mais par pure bonté. J'ai balbutié mes remerciements, mais ils ont fait un geste de la main. Vous nous avez sauvés sur ce sentier. Maintenant, c'est notre tour. Cela ne s'est pas arrêté là. Charles et Hélène ont également pris l'initiative de dire qu'ils voulaient rendre visite à mon père à l'hôpital ce jour-là même. Madame Hélène a dit calmement mais fermement qu'aider n'était pas seulement une question d'argent, mais d'être là quand quelqu'un en avait le plus besoin. J'ai hoché la tête, suis retourné à mon vieux pick-up et j'ai démarré le premier. Leur limousine a suivi tranquillement derrière, maintenant une distance respectueuse. J'ai ouvert la voie, familier avec chaque virage et chaque tronçon de route vers l'hôpital que j'avais parcouru d'innombrables fois ces derniers jours. Pendant le trajet, mes mains serraient fermement le volant. Dans mon esprit, l'image de mon père immobile dans le lit d'hôpital ne cessait de se rejouer, son visage pâle sous les froides lumières blanches. Je me demandais ce qu'ils penseraient s'ils se réveillaient et apprenaient que j'avais demandé leur aide. Seraient-ils fiers que je n'ai pas tourné le dos quand j'étais acculé ou déçus que j'ai dû baisser la tête et demander de l'aide aux autres? À l'hôpital, la présence du couple âgé a créé une atmosphère entièrement différente. Ils ont parlé avec les médecins, se sont enquis de son état en détail et ont montré un profond respect pour l'homme qui avait autrefois servi comme soldat. Mon père, bien que faible, a ouvert les yeux pour les regarder, et le léger sourire sur ses lèvres m'a profondément ému. Ma mère a serré Madame Hélène dans ses bras, des larmes coulant sur son visage de gratitude. J'ai observé tout cela avec des émotions mitigées, une profonde gratitude, un étonnement face à leur générosité, et une confusion en réalisant que la gentillesse que j'avais un jour donnée revenait de la manière la plus inattendue. Comme un cercle parfait, mais plein de drames, du sentier désert à la chambre d'hôpital stérile. Mon cœur s'est emballé, un sentiment chaleureux s'insinuant au milieu de l'inquiétude. Était-ce un rêve ou la réalité changeait-elle trop vite? Avant de quitter l'hôpital, le couple âgé a mentionné une autre possibilité. Ils ont exprimé leur désir que j'envisage de travailler pour leur entreprise familiale. Nous ne faisons pas cela comme une faveur, Daniel, a dit sérieusement Monsieur Charles. Nous voyons en vous des capacités et de la discipline. C'est une opportunité pour vous de grandir. Cette offre ouvrait une voie entièrement nouvelle, d'un simple agent d'entretien à un employé dans leur empire. Mais cela signifiait aussi entrer plus profondément dans un monde auquel je n'avais jamais appartenu. Des immeubles de bureaux imposants, des réunions à haute pression et les exigences de l'élite. Je n'ai pas répondu immédiatement, hochant seulement la tête poliment. J'aurais besoin d'un peu de temps pour y réfléchir, monsieur. Mon cœur s'est emballé d'anticipation. Était-ce une opportunité ou un piège? Je ne le savais pas, mais ce sentiment rendait tout plus dramatique. En quittant l'hôpital et en rentrant seul à la maison, j'ai clairement senti qu'à partir de ce moment, ma vie avait pris une tournure différente. Je n'étais plus seulement un spectateur qui avait aidé par hasard. J'étais au seuil d'un voyage plein de défis et de bouleversements. Le vent hurlait toujours à l'extérieur de la fenêtre, mais maintenant il portait l'espoir mêlé à l'anxiété. Mon père avait été sauvé, mais qu'en était-il de moi? Étais-je prêt à franchir cette porte? L'excitation a monté et j'ai su que la véritable tempête ne faisait que commencer. Après que l'état de mon père se soit stabilisé suite à l'opération, j'ai repris ma routine familière. Des journées passées à conduire mon vieux pick-up vers de petits chantiers d'entretien dispersés, à réparer des tuyaux rouillés ou à inspecter des systèmes électriques dans des maisons rurales isolées. La sueur coulait toujours sous le soleil ardent. Mes mains et mes pieds devenaient plus calleux avec de nouvelles égratignures, et les soirées restaient calmes dans ma modeste maison avec des repas rapides et un sommeil agité. Mais mon esprit n'était plus en paix comme avant.
L'offre d'emploi de M et Madame Charles et Hélène Montgomery ne cessait de refaire surface dans mes pensées comme un fantôme persistant. Chaque fois que je serrais une clé pour serrer des boulons, je voyais des images de leur luxueuse villa et j'entendais la voix de Monsieur Charles. C'est une opportunité pour vous de grandir. Mon cœur s'emballait à chaque fois, un mélange d'excitation et de peur me parcourant. Avais-je ma place dans ce monde? Ou n'étais-je qu'un étranger qui serait tôt ou tard repoussé? J'ai essayé de chasser ces pensées en me concentrant sur le travail. Mais la nuit, allongé dans mon lit, écoutant le vent hurler, ces pensées revenaient en force, rendant le sommeil plus difficile que jamais. J'ai décidé d'en parler franchement avec mes parents. Un soir, je suis allé chez eux. La route familière portait maintenant le poids des choix imminents. La maison était toujours confortable avec l'odeur de pâtisserie de la cuisine et la faible lumière jaune de la lampe de table. Mon père, Gail, bien que toujours faible après l'opération, était assis fermement dans son fauteuil, ses yeux vifs comme à l'époque de l'armée. Ma mère, Genesis, s'affairait à faire du thé, mais son regard était plein d'inquiétude. Nous nous sommes assis autour de la table à manger, et je leur ai tout raconté, l'offre des Montgomery, le poste dans leur grande entreprise, et mon hésitation. Je ne sais pas si je suis fait pour ça, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. C'est un monde complètement différent du mien. Mon père a écouté sans interrompre, puis a parlé de sa voix profonde, chaleureuse mais sévère. Fils, je ne te pousserai pas, mais souviens-toi, tout choix exige de la discipline et de la responsabilité. Tu devras en assumer les conséquences, bonnes ou mauvaises. Il a souligné chaque mot comme s'il enseignait une vieille leçon militaire. N'y va pas pour l'argent. Vas-y parce que tu veux te mettre au défi. Ma mère m'a tenu la main, sa voix douce. Je m'inquiète pour toi, Daniel. Ce monde est compliqué, mais je crois que tu es assez mûr pour décider par toi-même. Souviens-toi juste que tu peux rentrer à la maison à tout moment. Cette conversation a fait battre mon cœur. Leur soutien n'était pas un conseil facile, mais un défi. Serais-je assez fort ou échouerais-je lamentablement? Je les ai serrés dans mes bras pour leur dire au revoir et je suis rentré dans le noir. Le vent froid sifflant à travers la vitre fissurée portait une anticipation grandissante. Après plusieurs jours de délibération, des nuits blanches à regarder le plafond, à peser les risques et les avantages, j'ai décidé d'essayer. Non pas pour un rêve de vie glamour et changeante, mais comme un test. Si ça ne me convenait pas, j'étais prêt à partir sans ressentiment et à retourner à ma simple vie d'entretien. Mon cœur cognait quand j'ai appelé Monsieur Charles. Monsieur, j'accepte le poste dans votre entreprise. Sa voix était joyeuse au téléphone. Excellent, Daniel. Nous commencerons lundi. J'ai fait mes bagages, quelques vêtements propres, des outils personnels, et j'ai conduit vers la ville remplie d'anxiété. L'autoroute s'estompait dans ma vision. Chaque panneau de signalisation semblait me rappeler que c'était un tournant. Le regretterais-je ou était-ce une réelle opportunité? Cette anticipation a fait que mes mains serraient fermement le volant, des sueurs froides perlant malgré le temps frais. Mon premier jour chez Montgomery Enterprises, un immense conglomérat dans la technologie et l'immobilier, m'a laissé submergé par l'échelle et le professionnalisme. Le siège social moderne comprenait des immeubles de verre imposants, des ascenseurs à grande vitesse et de vastes couloirs brillamment éclairés par des LED. Les opérations étaient complexes, des serveurs bourdonnaient dans les salles de données, de grands écrans affichaient des données en temps réel, et les employés se déplaçaient rapidement avec des ordinateurs portables à la main. Une discipline stricte, des horaires précis, des procédures claires et un rythme de travail intense m'ont donné l'impression d'entrer dans un autre monde. Mon cœur s'est emballé en passant ma carte d'accès. Le garde de sécurité a hoché la tête poliment mais avec des yeux curieux. Monsieur Charles m'a accueilli dans le hall, me serrant fermement la main. Bienvenue dans mon entreprise. Madame Hélène a souri de loin, mais je ne pouvais pas me défaire de l'inquiétude. Serais-je capable de suivre? Ou serais-je balayé dès le premier jour? On m'a placé à un poste de débutant impliquant l'exploitation et la maintenance des systèmes internes, en accord avec mon expertise en réparation, mais dans un environnement entièrement différent de ce que j'avais connu. Plus de sites de banlieue isolés. C'était maintenant un réseau complexe avec des serveurs cloud, des logiciels d'automatisation et des équipements haut de gamme. Le chef de service, un homme d'âge moyen nommé Monsieur Aron, m'a confié ma première tâche, inspecter et maintenir le système de sauvegarde des données. Ne me décevez pas, Miller, a-t-il dit d'un ton neutre mais plein d'attente. Les premiers jours ont été incroyablement difficiles. J'ai dû apprendre les procédures à partir de zéro, lire d'épais manuels,
me familiariser avec de nouvelles technologies comme les logiciels de surveillance réseau et les appareils IoT. La pression du temps pesait lourdement. Des délais serrés et une surveillance stricte par des caméras. J'ai réalisé qu'ici, même la plus petite erreur pouvait avoir des conséquences majeures. Une erreur de maintenance pouvait perturber tout le système, affectant des centaines d'employés. Mon cœur cognait chaque fois que j'appuyais sur le bouton « Exécuter ». Des sueurs froides perlaient en attendant les résultats. Allais-je tout gâcher ou être renvoyé la première semaine? Certains collègues étaient sceptiques à mon égard dès le début. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre dans les conversations de la salle de pause. Ce nouveau, c'est un piston des patrons, il a un traitement de faveur. Je l'ai entendu en prenant un café. Mon cœur s'est emballé de colère, mais je l'ai contenu. Il me regardait avec des yeux scrutateurs, un travailleur manuel parmi des gens en costume impeccable transportant des iPads. Je n'ai pas discuté. J'ai choisi le silence et je me suis concentré sur le travail. Chaque matin, j'arrivais plus tôt que nécessaire, vérifiant les systèmes avant l'arrivée des autres, et je restais tard pour en apprendre davantage. Mais l'anticipation demeurait. Les rumeurs m'isoleraient-elles, ou devais-je prouver ma valeur par mes actions? Pendant ce temps, Landon Montgomery est apparu comme une ombre complètement opposée. Il était le fils des Montgomery, occupant un titre élevé, vice-président des opérations, mais il se présentait rarement à l'heure. Je l'ai rencontré pour la première fois dans le couloir, grand et mince, les cheveux gominés, portant des costumes chers, mais avec une cravate de travers. Landon négligeait souvent le travail, sautant des réunions importantes pour le golf ou des amis, ne respectant pas les protocoles de sécurité, et ne cachant pas son mépris pour moi. Vous êtes le nouveau. J'espère que vous êtes meilleur pour réparer les systèmes que pour réparer les pneus, a-t-il dit sarcastiquement lors de notre première rencontre, sa voix dégoulinant de moquerie. Mon cœur s'est emballé de colère, mais j'ai seulement hoché la tête poliment. Je ferai de mon mieux, monsieur. Landon a vite compris que ma présence n'était pas celle d'un simple nouvel employé. Il me voyait comme une menace potentielle, même si je n'avais aucune intention de rivaliser. Peut-être parce que M et Madame Montgomery me mentionnaient parfois avec de légers éloges ou parce qu'ils sentaient la différence. Je travaillais dur pendant qu'il était paresseux. De petits affrontements ont commencé à apparaître, rendant l'atmosphère de plus en plus tendue. Landon me compliquait délibérément la tâche, me donnant des missions vagues comme vérifier le système, rendez-le stable, sans précision, puis minimisant mes efforts devant les autres lors des réunions. Qu'est-ce qui prend tant de temps à Miller, disait-il ouvertement, même si j'avais terminé en avance. Mon cœur cognait à chaque fois, le sang me montant au visage de frustration. Essayait-il de me pousser à bout? Ou n'était-ce que le premier défi? Je l'ai reconnu, mais je ne l'ai pas confronté directement. Ce n'était pas mon style. Au lieu de cela, j'ai choisi de travailler plus dur, d'apprendre plus vite et de corriger les oublis des autres. J'ai discrètement résolu des problèmes opérationnels persistants, une faille de sécurité mineure, un câble lâche qui pouvait provoquer un incendie, ou l'optimisation de logiciels pour économiser de l'énergie. Pas besoin de crédit. Je l'ai fait par sens des responsabilités, comme mon père me l'a appris. Charles et Hélène observaient tout de loin, à travers les rapports et les caméras. Ils n'intervenaient pas ou ne me défendaient pas publiquement, évaluant simplement en silence ma façon de gérer la pression et l'injustice. Je le sentais. Le regard dans les yeux de Monsieur Charles quand nous nous croisions dans le hall. Le sourire encourageant de Madame Hélène. Mais leur silence me rendait plus anxieux. Me trouvait-il assez bon? Ou serait-il déçu? Progressivement, mes résultats au travail ont commencé à parler d'eux-mêmes. Les pannes ont diminué de manière notable. Les systèmes fonctionnaient plus fluidement, la progression s'est stabilisée, et d'autres départements ont commencé à reconnaître mes contributions. Miller a vraiment bien réparé ça, a chuchoté un collègue dans la salle de pause. Mon cœur s'est emballé de fierté, mais je suis resté humble. À la fin de la période d'essai initiale, je me sentais toujours déplacé dans ce monde inconnu. Des déjeuners solitaires, des conversations superficielles et une pression incessante. Mais j'avais prouvé une chose, je n'étais pas là par gentillesse ou pitié, mais grâce à mes propres capacités et à ma discipline. Monsieur Charles m'a appelé dans son bureau et m'a tapoté l'épaule. Vous faites du très bon travail, Daniel. Continuez comme ça. Ces mots ont fait battre mon cœur d'anticipation. Un nouveau chapitre s'ouvrait, mais Landon restait une ombre menaçante. Les affrontements s'intensifieraient-ils? Où serais-je entraîné dans le tourbillon?
Ce sentiment dramatique rendait tout tendu comme une bombe à retardement. Landon? Il me regardait de plus en plus avec des yeux hostiles, et je savais que le véritable conflit ne faisait que commencer. Chaque matin en arrivant à l'entreprise, mon cœur s'emballait à nouveau, attendant l'inattendu. Resterais-je ferme ou serais-je renversé? Ce voyage était plein de défis, et j'étais en plein dans l'œil du cyclone. Le temps a passé rapidement dans le monde impitoyable de Montgomery Enterprises, et je me suis progressivement habitué à son rythme effréné. Je n'étais plus le nouveau venu déconcerté errant dans les couloirs avec des yeux curieux et anxieux, j'étais devenu un maillon fiable du département des opérations. Chaque matin, je passais ma carte tôt, m'asseyais devant de grands écrans avec des données défilant sans fin, et vérifiais les systèmes avant l'arrivée des autres. Le travail n'était plus inconnu. Je savais comment gérer des erreurs de réseau soudaines, optimiser les serveurs pour éviter les surcharges et coordonner avec d'autres départements sans avoir besoin de directives. Mais cette familiarité ne réduisait pas le sentiment d'anticipation. Au contraire, elle me rendait plus vigilant. Mon cœur s'emballait chaque fois que les portes de l'ascenseur s'ouvraient, me demandant quelle surprise la journée pourrait apporter. Un email urgent ou une réunion impromptue où tous les yeux se tourneraient vers moi. J'avais appris qu'ici, la paix n'était qu'une illusion. La tempête pouvait frapper à tout moment. Progressivement, on a commencé à me confier des problèmes plus complexes, du genre que les autres évitaient comme la peste. Des systèmes de maintenance qui se chevauchaient ou des processus obsolètes causaient des lenteurs. Des erreurs de longue date comme des câbles obsolètes risquant de provoquer des incendies ou des logiciels défectueux entraînant des sauvegardes de données incomplètes. Le manager Harland m'a appelé dans son bureau, sont-on sérieux? Daniel, occupez-vous de ça. Personne ne veut y toucher car ils ont peur de la responsabilité, mais je crois que vous pouvez le faire. Mon cœur cognait sous la pression. Il ne s'agissait pas de petites réparations de banlieue. C'étaient des problèmes qui pouvaient affecter toute l'entreprise, coûtant potentiellement des millions si quelque chose tournait mal. J'ai passé des heures devant l'ordinateur à analyser des données, à tester des solutions, mes mains tremblant légèrement en lançant des programmes de diagnostic. M'appuyant sur mon expérience pratique d'années en tant qu'agent d'entretien et sur la mentalité disciplinée forgée par ma famille, mon père m'a appris à toujours vérifier 2 fois avant de considérer quelque chose comme terminé. J'ai amélioré régulièrement les performances. Je n'ai pas proposé d'idées tape à accent grave l'œil comme suggéré de nouveaux équipements coûteux. Au lieu de cela, je me suis concentré sur des solutions durables et sûres, comme la restructuration des processus pour réduire les erreurs récurrentes ou le remplacement de vieux composants en optimisant ce que nous avions déjà. Les résultats ont progressivement émergé. Les systèmes fonctionnaient plus fluidement. Les temps d'arrêt ont considérablement diminué. Mais chaque fois que je terminais, mon cœur battait toujours la chamade. Avais-je manqué quelque chose? Ou quelqu'un allait-il minimiser mes efforts? Certains cadres intermédiaires ont commencé à me remarquer. Plus avec les regards sceptiques des premiers jours, mais avec une véritable reconnaissance. Ils ont vu que j'étais quelqu'un qui faisait le travail sans se plaindre des heures supplémentaires, sans chercher le crédit ou prendre la parole en réunion. Je terminais simplement mes tâches en silence, comme mon père l'avait enseigné. Fais du bon travail, et il parlera de lui-même. Après un projet d'opération conclu sans heurts, Monsieur Harlon s'est approché et m'a tapoté légèrement l'épaule. Vous êtes en train de changer ce département, Daniel. Ces mots ont réchauffé ma poitrine un instant, mais ils ont été rapidement suivis par l'anticipation familière. J'ai compris qu'être remarqué signifiait aussi assumer plus de responsabilités et parfois attirer des regards moins amicaux. Progressivement, les collègues ont commencé à venir me voir dès qu'ils rencontraient des problèmes plutôt que de les éviter comme avant. Daniel, peux-tu jeter un œil à cette erreur? Le système semble à nouveau faire des siennes. Je les ai aidés sans hésitation car pour moi, c'était juste un travail à faire. Mais au fond de moi, je sentais clairement l'atmosphère autour de moi changer. Ce n'était plus une simple reconnaissance. C'était comme si une brise froide venait de passer. Un signe que la tempête n'était plus loin. Pendant ce temps, Landon devenait de plus en plus irrité par ma présence. Il sentait sa position menacée, même si je n'avais jamais montré d'ambition compétitive ou de désir de pouvoir. Pour moi, le travail consistait simplement à faire de mon mieux, pas à gravir les échelons ou à prendre la place de quelqu'un. Mais pour Landon, c'était tout à fait différent. Je le voyais clairement lors de nos rencontres dans le couloir, ses yeux plus vifs, son faux sourire masquant la jalousie. Mon cœur s'emballait chaque fois qu'il entrait dans la salle de réunion, me demandant ce qu'il ferait aujourd'hui.
Landon a commencé à agir de manière plus impulsive au travail, ignorant les protocoles de sécurité, approuvant des choses sans vérifications appropriées, comme donner le feu vert à une mise à jour logicielle sans la tester, ou faire des interventions émotionnelles dans les décisions opérationnelles sans comprendre les conséquences. Accélérer. Ne faites pas traîner les choses, a-t-il lancé lors d'une réunion, sa voix pleine d'insouciance. Les collègues chuchotaient dans son dos. Il creuse sa propre tombe. Mais je suis resté silencieux, me concentrant sur mes propres tâches, même si l'anticipation grandissait. Son comportement m'entraînerait-il dans des ennuis? Puis un incident interne s'est produit, soudain et grave, causé par la décision hâtive de Landon. Il a approuvé un changement de système sans tests approfondis, ce qui a entraîné une perturbation opérationnelle. Les serveurs ont surchargé, les données ont été retardées, et d'autres départements se sont plaints bruyamment. Les téléphones sonnaient sans arrêt. Des emails urgents ont afflué et l'atmosphère du bureau était tendue comme une corde d'arc. Mon cœur a cogné quand le manager Arlon a appelé. Daniel, venez gérer cette crise. Nous avons 2 heures pour la régler avant de perdre un client majeur. Je me suis précipité dans la salle des serveurs, la sueur coulant à flots. L'image de mon père est apparue. Reste calme, fils. Concentre-toi sur le problème. Je me suis concentré sur la résolution, en coordination avec les départements concernés, en appelant des techniciens, en analysant les journaux d'erreurs et en appliquant des solutions d'urgence pour rediriger les données. Tout était chaotique, les écrans clignotaient, les collègues se précipitaient, le temps s'écoulait comme du sable. J'ai corrigé les erreurs étape par étape, minimisant les dégâts, récupérant 80% des données en attente et j'ai rapidement rétabli la stabilité du système. Quand l'écran final est redevenu vert, tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Mais je n'ai pas pointé du doigt ni exposé l'erreur de Landon. Même si je connaissais la cause, j'ai simplement signalé que le problème était résolu, mes mains tremblant encore d'adrénaline. Après cet incident, ma réputation a considérablement augmenté. Les collègues ont commencé à me faire confiance et à solliciter mon aide de manière proactive face aux difficultés plutôt que de se dérober comme avant. Le manager Arland a envoyé un email à tout le département pour saluer l'effort, et M et Madame Montgomery le savaient certainement. Mon cœur s'est emballé de fierté, mais aussi d'inquiétude. Cette attention pourrait rendre Landon encore plus en colère. Charles et Hélène ont reconnu ma croissance à chaque étape. Ils appréciaient non seulement mes compétences, mais aussi ma façon de rester calme et de placer le bien collectif au-dessus de l'ego personnel. Monsieur Charles m'a appelé dans son bureau privé. Vous avez très bien fait, Daniel. Je vois clairement la différence dans votre façon de gérer les choses. Ces mots ont réchauffé mon cœur, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir de l'anticipation. Voyait-il aussi les conflits sous-jacents? Ils n'ont rien dit sur Landon, observant simplement en silence comme pour nous tester tous les deux. En revanche, Landon est devenu de plus en plus isolé dans l'entreprise de sa propre famille. Les rappels de ses parents, les réunions privées dont il se plaignait à quelques collègues proches, n'étaient plus perçus comme des conseils, mais alimentaient des sentiments de contrôle et de dévalorisation. Je l'ai entendu parler à un collègue de mon département. Ils aiment plus ce nouveau que moi maintenant. Landon a commencé à nourrir du ressentiment, silencieusement mais de manière palpable. À ses yeux, je n'étais plus un simple employé, mais un étranger qui prenait progressivement la confiance et la position qui lui revenaient de droit. Il m'évitait davantage, mais lorsque nous nous croisions, son regard était plein de haine, comme un animal acculé. Mon cœur s'emballait à chaque fois, un frisson me parcourant l'échine. Que ferait-il? Répandre de mauvaises paroles ou pire? J'ai senti le changement dans les yeux et le comportement de Landon. Je suis devenu plus prudent, gardant mes distances, documentant chaque email et chaque réunion pour me protéger. Mais je n'aurais jamais imaginé que ces émotions négatives s'accumulaient silencieusement comme une bombe à retardement attendant d'exploser. Le temps a continué de passer au rythme incessant de l'entreprise, et après mes contributions claires aux opérations et à la gestion de crise, j'ai été officiellement reconnu par la direction. Ce n'était pas une grande cérémonie ou une annonce largement diffusée, mais une brève réunion dans le bureau de Monsieur Charles. Il était assis derrière son grand bureau en bois, Madame Hélène se tenant à côté de lui avec un sourire chaleureux et le manager Arlon présentait le rapport. Daniel a amélioré les performances du département de 25% et il a géré le plus récent incident sans dommages majeurs. Mon cœur s'est emballé en entendant ces mots, non pas de fierté mais d'étonnement. Quelques mois plus tôt, j'étais un étranger parmi les costumes bien taillés. Maintenant,
il me promouvait à un rôle avec une bien plus grande responsabilité, supervisant l'ensemble du système de maintenance interne, bien au-delà de mon poste initial. Vous méritez ce poste, Daniel, a dit Monsieur Charles, en me serrant fermement la main. Madame Hélène m'a serré doucement dans ses bras. Nous sommes fiers de vous. J'ai hoché la tête poliment, mais à l'intérieur, j'étais rempli d'inquiétude. Cette promotion signifiait que les projecteurs étaient braqués sur moi plus intensément, et cela allait probablement irriter ceux qui se cachaient dans l'ombre. La nouvelle s'est répandue rapidement au sein de l'entreprise, comme une brise chuchotant à travers les couloirs de verre et les salles de réunion. Pour beaucoup, c'était un résultat bien mérité. Les collègues ont commencé à me saluer avec de vrais sourires, pas ceux, superficiels, du début. Mike, le gars du département technique, m'a tapoté l'épaule à la fontaine à eau. Félicitations, Daniel. Tu nous as sauvés tant de fois. Ces mots ont réchauffé mon cœur, mais je ne pouvais pas me défaire de l'anticipation. Cette attention pouvait faire de moi une cible. Pour Landon, la nouvelle a été un coup direct à son ego et à son statut fragile. Je l'ai senti immédiatement cet après-midi-là lorsque nous nous sommes croisés dans l'ascenseur. Ses yeux se sont assombris, ses lèvres se sont serrées, et il est passé sans un mot, juste un hochement de tête froid. Mon cœur s'est emballé de malaise. À quoi pensait-il? L'accepterait-il ou réagirait-il violemment? J'ai essayé de mettre cela de côté en me concentrant sur mon nouveau rôle, mais le sentiment s'accrochait à moi comme une ombre qui me suivait. Ce soir-là, M et Madame Charles et Hélène m'ont invité à leur demeure pour le dîner. L'invitation est venue par un email de Madame Hélène. Cher Daniel, veuillez venir chez nous ce soir. Pas pour les affaires, juste un dîner de famille pour vous célébrer. Le ton était plus affectueux que formel, montrant que leur confiance et leur affection allaient au-delà d'une simple relation patron-employé. Mon cœur s'est emballé en le lisant. Ce n'était pas ma première fois à la villa, mais cela semblait différent, comme si j'étais entraîné plus profondément dans leur monde. Je suis rentré chez moi pour me changer, choisissant ma chemise la plus propre et un pantalon simple, me sentant toujours déplacé. Sur le chemin, le vent hurlait à travers la vitre fissurée, transportant l'odeur de la terre humide. Et je ne pouvais m'empêcher de réfléchir, Landon serait-il là? Comment réagirait-il en me voyant à la table du dîner familial? Avant le dîner, je me suis arrêté chez mes parents pour demander conseil. La route familière portait maintenant le poids de ces changements. La maison était toujours confortable avec des lumières jaunes et l'odeur de la soupe qui mijotait sur la cuisinière. Mon père, Gail, était assis dans son fauteuil avec un livre à la main. Sa santé s'était améliorée, mais il était encore fatigué de l'opération. Ma mère, Genesis, m'a serré fort dans ses bras en entrant. Ça fait un moment. Comment vas-tu? Je leur ai tout raconté. La reconnaissance de la direction, l'invitation à dîner, et mes vagues inquiétudes concernant Landon. Mon père a écouté attentivement, puis m'a rappelé de sa voix sévère mais aimante, le succès de Daniel est une bonne chose, mais garde les pieds sur terre. Ne laisse pas cela obscurcir qui tu es. Discipline et respect de soi. Dans ce monde, les tentations sont nombreuses. Ma mère, à la fois fière et inquiète, m'a serré la main. Je suis heureuse pour toi, mais j'ai le sentiment que quelque chose de troublant approche. Sois prudent avec leur fils. Ces paroles ont fait battre mon cœur plus vite. Ma mère a toujours eu un sixième sens pour les ennuis. Je les ai serrés dans mes bras pour leur dire au revoir et je suis parti pour la villa avec un malaise grandissant, comme si un nuage noir s'amoncelait à l'horizon. La demeure des Montgomery était méticuleusement préparée pour le dîner, parfaite au point de ressembler à une scène de magazine. Le portail en fer s'est ouvert lentement, me menant dans le vaste domaine avec des pelouses verdoyantes s'étendant sous de douces lumières jaunes. De l'intérieur, l'arôme chaud de la nourriture s'échappait, se mêlant à l'air calme du soir, rendant tout à la fois luxueux et étrangement accueillant. Monsieur Charles et Madame Hélène attendaient à la porte. Il m'a saisi la main dans une poignée ferme et chaleureuse tandis qu'elle s'avançait pour une douce étreinte, souriant gentiment. Entrez, mon cher. Faites comme chez vous. Ne soyez pas timide. À ce moment-là, j'ai soudain réalisé que j'étais accueilli non seulement comme un invité, mais comme quelqu'un qui avait gagné sa place dans cette maison. L'atmosphère initiale était chaleureuse et formelle, mais détendue. La table dressée avec des bougies scintillantes, du vin rouge et des hors-d'œuvre élégants. J'ai pris ma place, gardant une attitude humble, pleinement conscient de ma position dans cette famille. Pas un fils biologique, juste quelqu'un de confiance. Nous avons bavardé légèrement du temps et du travail quotidien,
et Monsieur Charles a demandé des nouvelles de mes parents. Comment vont-ils? Nous nous souvenons encore de ce que vous avez fait pour nous sur ce sentier. Mon cœur s'est emballé de gratitude, mais j'ai simplement répondu, ils vont bien, monsieur. Et c'était juste ce que n'importe qui aurait dû faire. Landon est arrivé en retard, apportant avec lui un air d'insouciance et d'irritation non dissimulée. La porte s'est ouverte avec un grand bruit. Il est entré avec les cheveux en désordre, un costume légèrement froissé, et une légère odeur d'alcool, venant clairement d'une fête. Il s'est excusé nonchalamment, blâmant la circulation, mais ses yeux m'ont balayé avec hostilité. Ma présence au dîner le faisait se sentir envahi sur le territoire de sa propre famille. Il s'est assis en face de moi, serrant fermement son couteau et sa fourchette, et l'atmosphère est soudainement passée de chaleureuse à lourde. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, un frisson me parcourant l'échine. Il réprimait sa rage, et j'en étais la cible. Pendant le repas, les conversations sur le travail et l'avenir de l'entreprise ont progressivement révélé le contraste frappant entre Landon et moi. Monsieur Charles m'a regardé, sa voix profonde et claire. Daniel a très bien géré l'incident. Sans lui, les pertes de l'entreprise auraient été beaucoup plus importantes. J'ai légèrement secoué la tête, souriant modestement. Je n'ai joué qu'un petit rôle, monsieur. C'était l'effort de l'équipe. J'ai juste fait mon travail. Mais Landon a répondu avec sarcasme et frustration. Oh, oui, notre héros. Mais qui a approuvé le changement initial? Pourquoi personne n'en parle? Sa voix était venimeuse, et la table est tombée dans le silence pendant une seconde. Madame Hélène a essayé de changer de sujet. Mangez, mes chers. Le rôti est délicieux. Mais l'ambiance s'est alourdie. Elle a tenté de garder le calme en posant des questions sur mes centres d'intérêt, tandis que Charles devenait plus sévère en remarquant que son fils dépassait les bornes. Landon, ça suffit. C'est un dîner de famille. Alors que la conversation s'est orientée vers la succession et l'avenir de la famille, l'atmosphère à table a changé radicalement, comme si quelqu'un avait par inadvertance touché un fil tendu. Monsieur Charles a posé son verre de vin, sa voix s'est faite plus basse et directe. Cette entreprise n'est pas seulement un bien. C'est une responsabilité. Elle a besoin d'un leader avec la force de la porter. Landon, tu dois changer ton style de vie. Il a fait une pause, son regard plus sévère. Si tu continues à vivre de manière si insouciante, nous n'aurons d'autre choix que de tout reconsidérer, y compris le testament. Madame Hélène a doucement posé sa main sur celle de son mari, puis a regardé Landon, sa voix toujours douce mais inflexible. Nous nous inquiétons pour toi plus que tu ne le penses. Mais l'amour ne peut pas être une excuse pour confier l'avenir de l'entreprise à quelqu'un qui n'est pas prêt. Landon a laissé échapper un rire amer, son sourire tordu. Il a fait tourner son verre de vin, son ton moqueur. Tout reconsidérer. Que voulez-vous dire? Que je ne suis pas capable, mais que quelqu'un d'autre l'est. Madame Hélène est rapidement intervenue, sa voix plus douce, mais directe. Ce n'est pas ça, Landon. Nous voulons juste que tu prennes la vie plus au sérieux. L'entreprise a besoin de quelqu'un prêt à se sacrifier, pas seulement à se présenter quand ça lui convient. Landon a levé les yeux, son regard s'assombrissant. Et lui alors? Dit-il, son regard se tournant directement vers moi. Qu'est-ce qu'il a sacrifié juste parce qu'il a réglé quelques incidents? Vous pensez avoir trouvé votre successeur? Je me suis légèrement déplacé sur ma chaise, essayant de garder ma voix calme. Landon, je n'ai jamais. Il m'a coupé, sa voix s'élevant. Tais-toi. Pour qui te prends-tu pour être assis ici? Un réparateur de pneus? Un étranger qui entre soudainement dans notre maison et est salué comme un héros? Mon cœur a cogné. Je me suis tourné vers Monsieur Charles et Madame Hélène, mais ils sont restés silencieux, leurs expressions lourdes. Monsieur Charles a finalement parlé, sa voix plus dure que jamais. Ça suffit, Landon. Tu es allé trop loin. Landon s'est levé brusquement, sa chaise raclant durement le sol. Vous dites que je suis allé trop loin? Je ne fais que dire la vérité. Vous préférez faire confiance à un étranger plutôt qu'à votre propre fils. Madame Hélène s'est également levée, sa voix tremblante, mais résolue. Personne ne te remplace, mais tu dois prouver que tu en es digne. Nous ne pouvons pas confier l'avenir de l'entreprise à quelqu'un qui n'est pas prêt à prendre ses responsabilités. Landon a serré son verre de vin si fort que ses jointures sont devenues blanches. C'est donc ça, n'est-ce pas? Dit-il,
sa voix basse et venimeuse. Tant qu'il y a un Daniel obéissant qui sait comment s'incliner, vous êtes prêt à me mettre de côté. Monsieur Charles a frappé sa main sur la table, ordonnant à Landon de se taire. Mais tout avait échappé à tout contrôle. Landon a repoussé sa chaise avec un grand fracas. Il a parlé, son regard froid balayant tout le monde. Vous le regretterez. Je vous le promets. Il s'est retourné et est sorti de la pièce en trombe. La porte a claqué, l'écho résonnant dans toute la demeure comme un dernier coup de foudre. La pièce est tombée dans le silence. Madame Hélène a couvert sa bouche, des larmes coulant sur son visage. Monsieur Charles s'est affalé sur sa chaise, le visage rouge de colère et d'impuissance. Après un long moment, il s'est tourné vers moi, sa voix. Je suis désolé, Daniel. Nous avons laissé les choses aller trop loin. J'ai doucement secoué la tête. Je vais bien, monsieur. Je ne m'attendais simplement pas à ce que ça tourne comme ça. Mais à l'intérieur, j'étais loin d'être calme. Landon n'était pas seulement en colère. Il était blessé, acculé et hors de contrôle. Un pressentiment froid m'a parcouru l'échine. Ce n'était pas fini. C'était peut-être seulement le début. J'ai demandé à partir tôt même si le dîner n'était pas terminé. Merci à vous deux, mais je devrais rentrer, ai-je dit, ma voix stable, mais mon cœur plein de malaise. Ils m'ont raccompagné à la porte. Madame Hélène m'a serré fort dans ses bras. Tu es une partie lumineuse de nos vies, Daniel. Mais en sortant, le vent froid me fouettant le visage, j'ai clairement senti l'instabilité dans les yeux et les actions de Landon, même si je ne pouvais pas encore nommer la peur grandissante en moi. Il avait disparu dans l'obscurité du domaine, et cette pensée m'a fait frissonner. En m'éloignant de la demeure à travers des rues faiblement éclairées avec de rares lampadaires, je n'ai pas ressenti le soulagement qu'on pourrait attendre après une étape importante de sa carrière. Au lieu de cela, il y avait un vague malaise, comme si une corde avait été trop tendue et était sur le point de se rompre. Mon cœur s'est emballé tout le long du trajet, les images de Landon claquant la porte se rejouant sans fin. S'arrêterait-il au mot ou passerait-il à l'acte? Je me suis garé un instant, respirant profondément, essayant de chasser cette pensée. Mais le mauvais pressentiment persistait, comme ma mère l'avait dit, quelque chose de troublant approchait. J'ai quitté le domaine des Montgomery, emportant le sentiment que cette nuit ne se terminerait pas paisiblement. Je suis rentré chez moi, je me suis effondré sur le lit, mais le sommeil ne venait pas. Le vent hurlait à l'extérieur de la fenêtre comme un avertissement, et je savais qu'à partir de ce moment, tout avait changé de manière irréparable. Landon, il était comme une bombe, et j'étais involontairement devenu le détonateur. La tempête frapperait-elle, ou pourrais-je l'éviter? Cette anticipation m'a tenu éveillé jusqu'à l'aube, et je savais que les jours à venir seraient pleins de drames. Après ce dîner chaotique, en m'éloignant de la demeure des Montgomery, mon humeur était plus lourde que jamais. La route était noire. Les phares de mon vieux pick-up illuminaient les arbres qui se balançaient le long de l'accotement, projetant des ombres étranges qui semblaient me suivre. Le vent hurlait à travers la vitre fissurée, transportant l'odeur de la terre humide et des feuilles en décomposition. Mais il ne pouvait pas dissiper le malaise qui me serrait la poitrine. Mon cœur cognait, non pas d'épuisement après une longue journée, mais parce que les mots criés par Landon résonnaient encore dans ma tête. Vous aimez plus ce gamin que votre propre fils, n'est-ce pas? Le regard dans ses yeux à ce moment-là, plein de haine et de désespoir, m'a fait frissonner. S'arrêterait-il au mot? Ou cette rage exploserait-elle en quelque chose de pire? J'ai serré fermement le volant, essayant de me concentrer sur la route, mais mon intuition me murmurait, ne va pas trop loin. Pendant tout le trajet, le malaise a persisté, m'incitant à ralentir puis à décider de faire demi-tour. J'ai pris une route secondaire, me suis garé dans un endroit caché près du portail de la demeure, j'ai éteint les phares et je suis resté immobile dans l'obscurité. C'était comme si mon instinct m'avertissait que quelque chose allait se passer. Un pressentiment vague mais puissant qui faisait légèrement trembler mes mains alors que je tenais mon téléphone, hésitant à appeler Monsieur Charles. Le temps s'est écoulé lentement dans cette nuit silencieuse, comme un fil montant progressivement vers son apogée. La demeure était silencieuse sous la lune décroissante. De faibles lumières s'échappaient de quelques fenêtres, projetant de faibles lueurs sur la pelouse. J'étais assis dans le camion, me reprochant de trop réfléchir. Tu es fou, Daniel. Landon est juste en colère. Il va se calmer. J'ai regardé l'heure. Il était presque minuit. Et je me suis préparé à démarrer le moteur et à partir, convaincu d'être paranoïaque. Mais alors, de loin,
est venu le grondement d'un moteur brisant le silence. Mon cœur s'est emballé, le sang affluant à mes oreilles. Un véhicule s'est dirigé vers le portail à une vitesse anormale, les pneus crissant sur le gravier. J'ai plissé les yeux à travers le pare-brise. C'était la voiture de Landon, le SUV noir élégant que je l'avais vu conduire au bureau. Le véhicule s'est arrêté brusquement au portail. La portière s'est ouverte et Landon est sorti en titubant, clairement hors de contrôle. Il se balançait, s'appuyant sur la portière pour se soutenir, et la forte odeur d'alcool a flotté dans le vent vers moi. Son visage était rouge sous le lampadaire, les yeux injectés de sang, les cheveux en désordre. Ce n'était plus le vice-président arrogant, mais un homme ivre consumé par la rage. Mon cœur cognait comme un tambour de guerre. Était-il allé boire après le dîner? Et revenait maintenant pour quoi faire? Je suis resté figé, retenant mon souffle, observant de loin. J'observais à distance, partagé entre partir et intervenir. Landon a titubé vers le portail, a tapé le code avec des mains tremblantes, et est entré dans le domaine. Le portail s'est refermé derrière lui, et il s'est précipité directement dans la maison, poussant la porte d'entrée sans frapper. Le malaise en moi s'est transformé en une peur claire, un choc parcourant ma colonne vertébrale. Ferait-il du mal à M? Et Madame Montgomery, ou n'était-ce qu'une autre dispute? J'ai serré le volant, luttant intérieurement. Ce ne sont pas tes affaires, Daniel. Rentre chez toi. Mais les souvenirs de mon père ont refait surface. Quand tu vois quelqu'un en difficulté, tu ne tournes pas le dos. J'ai coupé le moteur, suis resté à regarder mon cœur battre si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. L'air de la nuit était glacial, le vent hurlait plus fort, et je priais pour que tout ne soit qu'imagination. Peu de temps après, des bruits chaotiques ont éclaté de l'intérieur de la demeure, des meubles qui se brisent, comme des chaises qui tombent ou des vases qui se fracassent. Les cris de Madame Hélène dans une cacophonie qui a brisé le calme de la nuit. Mon cœur a semblé s'arrêter une seconde, puis a cogné sauvagement d'horreur. Quelque chose ne va pas, ai-je marmonné, mon sang se glaçant. Ce n'était pas une dispute normale. C'était de la violence. Je n'ai plus hésité. J'ai sauté du camion et j'ai couru vers la maison, pleinement conscient que j'entrais en danger, mais incapable de faire demi-tour. Mes pieds martelaient l'herbe humide, le vent me fouettant le visage, le cœur s'emballant comme s'il allait éclater. Arriverais-je à temps, ou était-il déjà trop tard? J'ai franchi le portail latéral, heureusement non verrouillé, et je me suis précipité dans la maison par la porte arrière que j'avais déjà utilisée. À l'intérieur, la scène m'a figé sur place. Le salon était en plein chaos. Des meubles renversés, des vases brisés sur le sol, et des éclaboussures de sang par endroits. Le majordome, un homme plus âgé que j'avais déjà rencontré, gisait effondré près de la porte, inconscient avec une blessure à la tête, le sang coulant. Un autre garde de sécurité était étendu à proximité, respirant faiblement, clairement pris par surprise. L'espace était saccagé, dévasté comme par une tornade. De la pièce intérieure provenaient des cris intermittents. La voix de Landon, déformée et frénétique. Je n'ai pas réfléchi à deux fois. J'ai chargé par instinct. Dans le grand salon, la vue devant moi m'a laissé stupéfait. Landon avait complètement perdu le contrôle. Dans sa main, il tenait un couteau de cuisine, sa lame brillant sous le lustre. Monsieur Charles se tenait devant Madame Hélène pour la protéger, le dos légèrement voûté comme pour la protéger, le visage pâle, mais essayant de rester calme. « Calme-toi, fils. Écoute-moi. Pose le couteau. » Madame Hélène se tenait derrière lui, ses mains tremblantes agrippant son bras, des larmes coulant sans fin. « S'il te plaît, arrête. Je t'en supplie. Ne fais pas quelque chose de stupide. » Landon haletait lourdement, les yeux injectés de sang et vides. Il secouait la tête à plusieurs reprises, marmonnant comme pour lui-même. « C'est tout à cause de vous. Tout à cause de vous deux. Et de ce salaud aussi, pour m'avoir transformé en ce que je suis aujourd'hui. » J'ai fait un autre pas, essayant de garder ma voix stable malgré mon cœur qui cognait comme s'il allait briser ma poitrine. « Landon, regarde-moi. Arrête ça. Personne ne veut que ça arrive. » Je me suis déplacé lentement dans la pièce, délibérément, me positionnant sur le côté pour attirer son attention loin du couple. Les yeux de Landon se sont immédiatement fixés sur moi. Sa rage semblait trouver une nouvelle cible. Il a rugi, « C'est toi la cause de tout ça. Si ce n'était pas pour toi. » Il s'était lancé en avant,
le couteau se balançant sauvagement. Le temps a semblé ralentir, mon corps s'est tendu, l'adrénaline montant à chaque battement. J'ai entendu la voix de mon père dans ma tête, calme et ferme. Ne confronte pas inutilement. Garde tes distances. Contrôle la situation. J'ai fait un pas de côté, esquivant le premier coup, maintenant juste assez d'espace. Landon, écoute-moi, ai-je crié. Ne détruis pas tout. Il s'est de nouveau élancé, mais l'alcool a rendu ses mouvements lents et désordonnés. J'ai saisi l'occasion, attrapant son poignet armé du couteau et le tordant en arrière. Landon a hurlé, se débattant sauvagement. Sa force m'a surpris. Il a juré. Lâche-moi. Tu vas payer pour avoir gâché ma vie. Nous nous sommes battus pendant 10 secondes. J'ai serré les dents, restant calme, canalisant ma force dans la prise que j'avais pratiquée depuis l'enfance. Le couteau est tombé sur le sol avec un bruit métallique sec. Avant qu'il ne puisse réagir, je l'ai fait pivoter et je l'ai poussé au sol, immobilisant ses bras et ses jambes. Landon se débattait furieusement sous moi, haletant, sa voix. Tu le regretteras, Daniel. Je te le jure. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste tenu plus fermement, mon corps trempé de sueur, le cœur battant la chamade de peur et de détermination. Après quelques secondes d'hébétude, Charles et Hélène sont revenus à eux. Monsieur Charles s'est précipité en tremblant vers le panneau de sécurité, appuyant sur le bouton d'alarme. La police. Nous avons besoin de la police maintenant. Madame Hélène s'est agenouillée à côté du majordome inconscient, sa voix brisée par les larmes. S'il vous plaît, réveillez-vous. S'il vous plaît. La pièce est progressivement tombée dans un lourd silence, rompu seulement par des respirations haletantes et le choc persistant de l'horreur qui venait de se produire. Je tenais toujours Landon au sol, mon esprit tourbillonnant comme si j'étais piégé dans un cauchemar sans issue. Des sirènes ont retenti au loin, se rapprochant. Des lumières bleues et rouges ont clignoté à travers les fenêtres. La police a envahi le domaine, prenant le contrôle. Ils ont tiré Landon de mes bras et l'ont menotté. Il a continué à crier, les yeux fous de haine alors qu'on l'emmenait. Les secours ont suivi, rapidement, prodiguant les premiers soins et chargeant le majordome et le garde sur des brancards. Charles s'est retourné, étreignant Hélène qui tremblait. Il m'a regardé, les yeux rouges, la voix étranglée. Merci, Daniel. Si tu n'avais pas été là, je n'ose pas penser à ce qui serait arrivé. Je suis resté là, les mains tremblant encore légèrement, la gorge sèche. Cette nuit-là, j'ai réalisé que j'avais franchi une frontière, d'où rien ne pourrait redevenir comme avant. Je me suis assis seul dans le salon après, les mains tremblant encore faiblement, le sang de la blessure du majordome tachant ma chemise. J'ai réalisé que si je n'avais pas fait demi-tour, si j'avais choisi de partir plus tôt, tout aurait pu se terminer par une tragédie irréparable. Mon cœur s'est emballé en pensant aux conséquences évitées de justesse. Les Montgomery auraient pu mourir, Landon devenir un meurtrier, et j'aurais vécu avec des remords pour toujours. Cette nuit s'est terminée non seulement par l'effondrement d'une famille, Landon emmené, les Montgomery dévastés, mais aussi par le moment où je suis involontairement devenu celui qui se tenait entre la vie et la mort pour toutes les personnes impliquées. Le vent hurlait toujours à l'extérieur de la fenêtre, mais maintenant il portait les échos du chaos. Je suis rentré chez moi à l'aube, complètement épuisé, sachant que la tempête était arrivée, et que j'étais en son centre. Après cette nuit chaotique à la demeure, le domaine des Montgomery a été bouclé pour l'enquête. Je l'ai appris par un appel matinal de M. Charles. Daniel, la police est là. Ils ont de nouveau besoin de votre déposition. L'atmosphère luxueuse qui définissait autrefois le lieu, la pelouse verdoyante, la piscine scintillante et la magnifique villa avaient complètement disparu, remplacée par une lourdeur froide et oppressive. Des barricades de police entouraient la propriété. Des voitures de patrouille encombraient le portail et des enquêteurs en civil entraient et sortaient avec des visages sévères. Je suis retourné cet après-midi-là, le cœur s'emballant à cette vue. La villa ressemblait maintenant à une scène de crime, avec du ruban jaune délimitant le salon et les meubles renversés laissés en place pour les photographies. Monsieur Charles et Madame Hélène semblaient avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Lui assis sur le canapé, le visage livide, elle serrant un mouchoir pour essuyer ses larmes. « Merci d'être revenu », a-t-il murmuré en entrant. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, j'étais rempli d'inquiétude. Cela allait-il s'éterniser ou affecter l'entreprise et moi? La police a de nouveau recueilli ma déposition peu après, revenant pour confirmer les détails.
dans une salle d'interrogatoire temporaire, un coin du bureau avec un bureau en bois et une faible lampe jaune, 2 officiers étaient assis en face de moi, prenant des notes attentives. J'ai raconté tout l'incident honnêtement, sans embellissement ni blâme, me concentrant uniquement sur ce dont j'avais été témoin et mes actions pour éviter une tragédie. Je suis revenu sur un mauvais pressentiment, ai-je dit, ma voix stable même si mes mains tremblaient sous la table. Puis j'ai entendu des bruits, je me suis précipité à l'intérieur et j'ai vu Landon tenant un couteau. Ils ont demandé des détails, des chronologies, des positions, et comment je l'avais maîtrisé. Mon cœur s'emballait chaque fois que je m'en souvenais, l'odeur envahissante d'alcool, les bruits de fracas, la peur réelle lorsque le couteau s'est balancé. Je n'ai pas dépeint Landon comme un méchant. J'ai simplement exposé les faits. Il était ivre et hors de contrôle. Je ne voulais blesser personne, ai-je conclu. L'officier a hoché la tête. Vous leur avez sauvé la vie. Votre déclaration correspond aux caméras. J'ai quitté la pièce avec un certain soulagement, mais le malaise persistait. Mon témoignage pouvait déterminer le sort de Landon, et j'étais le témoin clé. Les preuves ont été rapidement rassemblées, et les choses ont avancé plus vite que je ne l'attendais. Les caméras de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de la demeure avaient tout enregistré. Landon passant le portail à toute vitesse, titubant dans la maison, attaquant le majordome et le garde, puis acculant ses parents avec un couteau. Les déclarations du personnel, données après qu'ils aient heureusement repris conscience à l'hôpital, correspondaient parfaitement. Landon criant et les agressant lorsqu'ils ont essayé d'intervenir. Les blessures du majordome et du garde de sécurité étaient claires, coupures, contusions et traumatisme crânien. Toutes les preuves indiquaient que Landon avait complètement perdu le contrôle sous l'emprise de l'alcool. Son taux d'alcoolémie était extrêmement élevé lors du test. J'ai appris de Monsieur Charles quelques jours plus tard. Les preuves sont accablantes, Daniel. Nous ne pouvons pas le cacher. Mon cœur s'est emballé de sympathie. Landon était autrefois leur fils. Maintenant, c'était un criminel, mais aussi d'anticipation. Où cela mènerait-il? Cela m'entraînerait-il dans des démêlés judiciaires? Le majordome et le garde de sécurité s'en sont heureusement sortis après quelques jours à l'hôpital. Je leur ai rendu visite une fois, apportant des fleurs et des fruits, le cœur battant de culpabilité. Même si ce n'était pas ma faute, j'étais partie prenante de cette nuit. Le majordome, le front bandé, a esquissé un faible sourire. Merci. Sans vous, je ne serais pas là pour le dire. Le garde m'a saisi la main. Vous êtes un héros pour nous. Mais les blessures physiques et émotionnelles ont laissé de lourdes séquelles. Le majordome a subi un léger traumatisme cérébral et a eu besoin d'un long repos. Le garde avait un bras cassé et un traumatisme psychologique. L'incident n'a pas pu être étouffé. Les médias ont commencé à en parler malgré les efforts des Montgomery pour garder l'affaire privée. Mon cœur s'emballait chaque fois que je lisais les nouvelles. Le fils d'un milliardaire attaque sa famille dans un accès de rage alcoolique. Me blâmerait-il ou cela aurait-il un impact sur l'entreprise? Landon a été placé en détention pour l'enquête, et l'arrogance et l'insouciance qui le protégeaient autrefois se sont effondrés devant la réalité de la loi. Je l'imaginais en prison. Pas de costume cher, pas de voiture de luxe, juste un prisonnier attendant son procès. Monsieur Charles a dit au téléphone, il reprend ses esprits, mais il est trop tard. Mon cœur s'est emballé avec des sentiments mitigés. De la pitié pour Landon, mais de la colère qu'il ait failli tuer des gens. Charles et Hélène ont affronté la douloureuse vérité. Les actions de leur fils n'étaient pas une explosion d'une nuit, mais le résultat d'années d'indulgence, de dissimulation et d'évitement de la responsabilité parentale. Ils me l'ont avoué lors d'une brève réunion. Nous l'avons trop gâté, Daniel. Nous ne lui avons pas appris la responsabilité. Madame Hélène a pleuré, si nous avions été plus stricts, cela ne serait pas arrivé. Je les ai réconfortés, mais à l'intérieur, je me sentais mal à l'aise. Ils étaient en train de se briser, et j'en étais témoin. Les jours suivants, ils se sont rendus à l'hôpital pour s'excuser auprès du majordome et du garde, couvrant tous les frais médicaux et les indemnités. Non pour échapper à la loi, mais pour montrer leur responsabilité morale. Je les ai accompagnés une fois, mon cœur s'emballant dans l'atmosphère lourde. Monsieur Charles s'est incliné devant le majordome. Je suis désolé, nous avons échoué en tant que parents. Madame Hélène a pleuré. Nous nous occuperons de tout. Reposez-vous. Les victimes leur ont pardonné, mais les cicatrices sont restées. L'affaire s'est répandue, et le couple a dû faire face à l'examen public.
Les journalistes grouillaient, remettant en question l'éducation des enfants dans les cercles d'élite. Mon cœur s'emballait chaque fois que je voyais les nouvelles. Surmonterait-il cela où la famille se briserait elle? Le procès a eu lieu dans une atmosphère sombre quelques mois après cette nuit. L'affaire a attiré une attention massive en raison du nom Montgomery. Les journalistes s'entassaient devant le palais de justice, les flashs des appareils photo constants. Mais Charles et Hélène n'ont fait aucune tentative d'interférer ou d'utiliser leur influence pour atténuer la responsabilité de leur son. Ils étaient assis au premier rang, le visage pâle, se tenant la main. J'ai été convoqué comme témoin. Debout devant le juge et le jury, tous les yeux rivés sur moi, mon cœur cognait comme s'il allait éclater. J'ai raconté les événements comme un devoir civique, la voix calme, malgré les mains tremblantes sur la barre. Je suis revenu sur une intuition, j'ai vu Landon avec le couteau, et je l'ai maîtrisé pour les protéger. Pas de ressentiment ni de désir de vengeance, juste la vérité. Landon était assis sur le banc des accusés, émacié, évitant mon regard. Finalement, le tribunal a condamné Landon à 6 ans de prison pour agression aggravée avec une arme mortelle et acte de violence connexe. Aucune exception, aucune interférence. La richesse et le statut de la famille Montgomery n'ont pu changer l'issue. Après le procès, Charles et Hélène sont tombés dans un long silence. Ils apparaissaient à peine à l'entreprise, choisissant de rester à la villa pour réfléchir à ce qui s'était passé. Leur plus grande perte n'était pas seulement un fils derrière les barreaux, mais la prise de conscience tardive de leurs erreurs dans son éducation. Lors d'une réunion privée, Madame Hélène m'a dit, sa voix lente et lasse, nous lui avons tout donné, sauf la discipline. En entendant cela, mon cœur s'est soudainement serré. J'ai compris que le prix de l'indulgence ne se manifeste pas toujours immédiatement, mais quand il le fait, rien ne peut le compenser. J'ai continué mon travail à l'entreprise, maintenant une distance claire avec les affaires de la famille Montgomery. Je n'ai pas exploité la tragédie pour avancer ou susciter la sympathie, je me suis simplement concentré sur les opérations, aidant le département à se stabiliser après le scandale. Dans le calme qui a suivi, j'ai remarqué que Charles et Hélène m'observaient de plus près, non pas avec suspicion ou prudence, mais à travers des appels au bureau privé, des questions apparemment anodines sur le travail, sur la façon dont je gérais une situation ou prenais une décision. Ils ne me complimentaient pas beaucoup. Mais à travers leurs yeux et leur écoute, j'ai senti un autre type de respect. J'ai réalisé qu'ils ne me voyaient pas seulement pour cette nuit-là, mais pour ce qui a suivi. Je n'ai pas revendiqué le mérite, fui la responsabilité ou outrepassé mes limites. Une fois, après la fin d'une conversation, Monsieur Charles m'a regardé longuement et a dit lentement, « Vous travaillez comme quelqu'un de la famille devrait le faire, Daniel. » Ces mots ont fait battre mon cœur plus que je ne l'attendais. Je ne savais pas si c'était de la gratitude ou une comparaison involontaire. Je n'ai pas osé demander. Une pensée qui m'a rendu méfiant m'a traversé l'esprit. Il me voyait comme quelqu'un de fiable. Et cette confiance, si elle n'était pas gardée dans une juste mesure, pourrait devenir un fardeau plutôt qu'un honneur. Dans les jours qui ont suivi, la vie de la famille Montgomery est entrée dans une phase entièrement différente. La demeure n'était plus un lieu de pouvoir et de fierté avec des fêtes somptueuses ou des réunions importantes tenues dans le grand salon. Au lieu de cela, elle est devenue silencieuse, portant les marques de pertes irréversibles. Les égratignures sur le parquet de cette nuit chaotique, les photos de famille retournées pour éviter des souvenirs douloureux, et une atmosphère lourde qui enveloppait tout comme un brouillard. Je l'ai appris grâce à de brefs appels de Monsieur Charles. Nous essayons de nous adapter, Daniel, mais tout sera différent. Mon cœur s'emballait chaque fois que j'entendais sa voix, fatiguée, pleine de douleur. Ils passaient une grande partie de leur temps à la maison, apparaissant rarement à l'entreprise, et je pouvais les imaginer assis dans le bureau faiblement éclairé, regardant le jardin luxuriant, mais se sentant vide à l'intérieur. J'ai continué à travailler comme d'habitude chez Montgomery Enterprises, me levant tôt, conduisant au bureau avec une tasse de café noir amer, et plongeant dans les systèmes d'exploitation sans me mêler ou spéculer sur leurs affaires familiales. Pour moi, sauver des vies et remplir mes responsabilités avait été suffisant. Je ne voulais pas m'immiscer dans des blessures qui saignaient encore. Les collègues chuchotaient encore à propos de l'incident, leurs yeux sur moi remplis de curiosité mêlée d'admiration. Vous avez sauvé les propriétaires. Mais j'ai gardé mes distances, me concentrant sur le travail, supervisant des projets de restructuration de systèmes, assistant à des réunions avec les managers et réglant des problèmes mineurs avant qu'ils ne deviennent majeurs. Mon cœur s'emballait chaque fois que j'entrais dans le bureau. L'atmosphère restait tendue après le scandale, et je sentais le changement.
Les gens me faisaient plus confiance, mais attendaient aussi plus. Pourrais-je y faire face, ou m'effondrerais-je sous la pression? J'appelais mes parents chaque semaine, leur parlant du travail, et ils me rappelaient de faire les choses honnêtement et de garder les pieds sur terre. Ne laisse la pression ou les attentes de personnes t'influencer. Leurs paroles m'apaisaient, mais au fond de moi, je savais que ma relation avec M et Madame Montgomery se resserrait à travers des appels de suivi, de brèves invitations à prendre un café, et cela me rendait anxieux. Que attendaient-ils de moi? Ou était-ce simplement de la gratitude? Un soir tranquille, alors que le soleil se couchait derrière les gratte-ciel de la ville, Monsieur Charles a appelé, « Daniel, venez chez nous ce soir. » Juste un repas léger et un peu de conversation. Mon cœur s'est emballé. L'invitation était informelle, sans cérémonie, mais je savais que ce n'était pas une réunion ordinaire. Je suis allé à la villa. La route familière portait maintenant un sentiment de lourdeur. Le portail en fer toujours imposant, mais le domaine semblait plus sombre avec moins de lumières allumées. M et Madame Montgomery m'ont accueilli à la porte. Il m'a serré fermement la main. Elle m'a doucement serré dans ses bras. « Entrez, Daniel. Ce soir, c'est juste un repas fait maison. Pas besoin de trop réfléchir. » Il n'y avait aucune lourdeur formelle ou légale, juste une réunion privée et sincère dans la petite salle à manger avec des bougies scintillantes et une simple salade. Nous nous sommes assis autour de la table, bavardant sur le travail, le temps, et progressivement, ils ont exprimé une profonde gratitude. Non seulement pour leur avoir sauvé la vie cette nuit-là, mais pour leur avoir montré l'image du fils qu'ils avaient espéré mais échoué à élever. Monsieur Charles m'a regardé longuement avant de parler, sa voix profonde et lente. « Daniel, vous avez de la discipline. Vous prenez vos responsabilités et vous savez garder la gentillesse à sa juste place. Ce sont des choses que nous aurions dû enseigner à Landon très tôt. » Madame Hélène s'est brièvement détournée, les yeux déjà rougis, puis m'a regardé. « Vous ne nous avez pas seulement sauvés une fois sur ce sentier. Vous nous avez sauvés de nombreuses fois depuis, par votre façon de vivre et les choix que vous faites chaque jour. » Ces mots ont fait battre mon cœur plus que je ne le voulais. J'ai senti la sincérité en eux, mais en même temps, j'ai senti un poids silencieux s'installer sur mes épaules. Pas une attente explicite, mais une responsabilité invisible que je n'étais pas sûr d'être prêt à porter. Après un court silence, Monsieur Charles a pris une profonde inspiration et a abordé ce que j'avais pressenti dès le début de la soirée. Il m'a regardé, son regard si sérieux qu'il ne pouvait être mal interprété. « Daniel, nous voulons t'adopter légalement. » Les mots sont tombés légèrement sur la table, mais pour moi, ils étaient lourds comme de la pierre. Il a continué, la voix toujours calme. « Pas pour remplacer qui que ce soit. Nous voulons simplement que tu fasses vraiment partie de cette famille, que tu marches avec nous sur la route à venir. » Madame Hélène a rapidement hoché la tête, essuyant le coin de son œil. « Nous ne cherchons pas un héritier pour les biens, » a-t-elle dit lentement. « Nous avons besoin de quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance, quelqu'un qui peut nous aider à réparer ce que nous avons mal fait. » Je suis resté immobile, l'esprit vide. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Mon cœur cognait dans ma poitrine. Chaque battement si clair que je pensais qu'il pouvait l'entendre. Le sang m'est monté au visage, chaud et froid à la fois. J'ai compris que ce n'était pas une offre impulsive, ni de la pitié, et cela la rendait plus déconcertante que tout ce que j'avais connu auparavant. Je ne savais pas si je devais les remercier, refuser ou demander du temps. Je savais seulement qu'à partir de ce moment, ma vie était placée à un carrefour que je n'aurais jamais imaginé affronter. Un simple agent d'entretien maintenant invité à rejoindre une famille d'élite. Cette pensée m'a laissé incapable de répondre immédiatement. Je n'ai ressenti aucune exaltation, aucun sentiment de triomphe. Ce qui a surgi le plus clairement, c'est l'hésitation. Pour moi, la famille n'avait jamais été quelque chose d'adopté sur papier. C'étaient des souvenirs de sang, les leçons que mes parents biologiques m'avaient enseignées toute ma vie. Je me demandais si, en acceptant, je les trahirais, ou si c'était simplement une autre chance de faire ce qui est juste, comme la vie s'ouvrait devant moi. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'empêcher ma voix de trop trembler. « Monsieur, madame, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Je ne veux pas prendre une décision hâtive. » Charles et Hélène ont hoché la tête sans faire pression. Ils m'ont raccompagné à la porte, leurs yeux emplis d'une attente silencieuse, pleine d'espoir, mais respectueuse. Je suis monté dans la voiture et j'ai conduit dans la nuit silencieuse, la route devant moi faiblement éclairée.
Mon cœur battait toujours la chamade, mon esprit en ébullition, sachant que quoi que je choisisse, ma vie à partir de maintenant ne serait plus la même. Ce week-end même, je suis retourné chez mes parents biologiques, conduisant sur les routes familières avec le vent frais et l'odeur de la terre de banlieue. La maison était inchangée, confortable avec des lumières jaunes et le dîner fait maison de ma mère. Je leur ai tout raconté, la proposition des Montgomery, mon hésitation. Mon père, Gail, a écouté son fils avec le calme d'un vétéran, soulignant que les titres n'effacent pas les racines si l'on sait d'où l'on vient. Phil, les papiers ne sont qu'une formalité, a-t-il dit, la voix profonde et chaleureuse. Mais si tu acceptes, fais-le pour les bonnes raisons, non pas l'argent, mais la responsabilité. N'oublie jamais qui nous sommes. Ma mère, Genesis, avait les larmes aux yeux, à la fois fière et inquiète. Je veux juste que tu vives fidèle aux valeurs avec lesquelles tu as été élevé. Honnête, humble. Ne laisse pas ce monde te changer. Leurs paroles ont fait battre mon cœur. Leur soutien n'était pas coercitif, juste des conseils sincères. Je suis resté avec eux tard dans la nuit, parlant de souvenirs d'enfance, et l'anticipation s'est progressivement transformée en résolution. Ce n'était pas un choix facile, mais peut-être le bon. Après plusieurs jours de réflexion, des nuits blanches à regarder le plafond, à peser chaque aspect, j'ai pris ma décision. J'ai accepté de devenir le fils adoptif de Charles et Hélène. Non pour la richesse ou le statut, mais parce que je croyais que je pouvais les aider à réparer ce qui restait inachevé, à construire un véritable héritage basé sur des valeurs, pas sur l'argent. Mon cœur s'est emballé en les appelant, exprimant la décision que j'avais mûrie pendant de nombreuses nuits. J'ai accepté l'adoption. Toutes les procédures légales ont été gérées discrètement, juste quelques réunions avec des avocats, des signatures dans un bureau privé silencieux. Pas de médias, pas de fanfare. Pour moi, ce n'était pas un changement de vie spectaculaire, mais une nouvelle responsabilité, plus lourde que tout ce que j'avais porté auparavant. J'ai ressenti son poids presque immédiatement à travers la façon dont il me regardait. Pas bruyamment ou de manière imposante, mais rempli d'attente. Et à ce moment-là, une question se répétait dans mon esprit. Serais-je assez fort pour ne pas les décevoir? J'ai soigneusement réorganisé ma vie, évitant les changements soudains. J'ai continué à m'occuper assidûment de mes parents biologiques, leur rendant visite chaque semaine, apportant des provisions, envoyant de l'argent supplémentaire, parlant tard dans la nuit, maintenant la proximité, m'assurant qu'aucune distance ne se crée. Au travail, je n'ai pas modifié mon style de direction. J'ai mis l'accent sur la discipline, la responsabilité et l'équité, tenant des réunions hebdomadaires pour écouter les employés, améliorant les processus sans licenciement, construisant progressivement la culture que Charles et Hélène avaient toujours voulu mais jamais pleinement réalisée en raison de leur indulgence envers Landon. Charles et Hélène ont trouvé une paix tardive grâce à ces changements. Ils passaient du temps ensemble, réfléchissant au passé, et progressivement les sourires sont revenus sur leur visage. « Tu nous as redonné espoir », a dit une fois Madame Hélène. Ils ont compris que les biens peuvent être transmis. Mais un véritable héritage est une personne assez forte pour ne pas répéter les erreurs de la génération précédente. Et en moi, ils ont vu cela. Mon cœur s'est emballé sous le poids de la responsabilité. Je ne remplaçais pas Landon, je continuais simplement de la bonne manière. Un après-midi, alors que le soleil se couchait derrière les collines de la banlieue, je me suis retrouvé seul à réfléchir au voyage. Du sentier désert où je me suis arrêté par gentillesse, en passant par les nuits chaotiques, le procès, jusqu'à ma position actuelle, non choisie par ambition, mais par responsabilité et choix moraux. Une brise est passée, transportant l'odeur familière de la terre, et mon cœur s'est emballé d'émotions. La vie est vraiment étrange, pleine de surprises et de défis. En repensant à tout cela, j'ai compris que la famille ne se définit pas seulement par le sang ou la richesse. La famille se forme par les choix que les gens font face au pouvoir, à l'argent et aux erreurs irréparables. J'avais vu une famille s'effondrer à cause de l'indulgence et j'avais été témoin d'une autre essayant de guérir par l'honnêteté et la responsabilité. Pour moi, être appelé fils ou non importe moins que de vivre digne de la confiance accordée. Et si cette histoire laisse quelque chose, c'est un rappel que la valeur d'une famille réside dans la façon dont nous nous traitons les uns les autres, surtout dans les moments les plus difficiles de la vie.